faut avoir un retard mental pour mettre une séance bras dans son programme. C'est super gai de ne pas avoir un corps qui te plaît en 2026. J'ai jamais vu quelqu'un qui voulait réellement, mais réellement un truc, ne pas l'avoir. Si tu travailles pas, t'as pas d'argent. Si tu veux pas le faire, bah tu restes une merde. Si on ignore ou on veut pas comprendre ni voir les règles d'un jeu, on continuera de perdre en fait. Si t'arrives pas, bah va coacher à Basic Fit quoi. Donc finalement tu laisses les gens dans la difficulté en faisant tes vidéos de merde. Je voulais beaucoup de liberté, un agenda vraiment dégagé, mais au final je me fais chier comme un rat mort, tu vois. Moi c'est plus en rapport avec les coachs sportifs précisément que j'ai des soucis. Le feed game français sur YouTube, c'est toi le dirigeant, c'est toi le dictateur. Faire du muscle, c'est pas si simple. Genre quand il est là depuis longtemps, ça part pas. Hein. La relation que t'as avec la nourriture, c'est comme la relation qu'un drogué avec la drogue. C'est plus simple d'aller chercher de la dopamine facile pour oublier un peu le quotidien. Bon. Comment ça va, Sacha Stardust? Toi qui as récemment survécu à la mort. Bah ça va très bien. Décidément, là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Bon, la sortie de l'hôpital, c'était compliqué, mais là, ça va mieux. J'ai commencé à me rentraîner contre les indications du médecin, mais il peut aller se faire foutre. De toute façon, c'est un peu pédé d'être médecin, il faut le dire. Ouais. Bah, il fait 70 kilos, donc je peux pas l'écouter. Exactement. Si quelqu'un n'a pas un poids à 3 chiffres, il est pas... Bah, en fait, tu vois, je me suis dit... j'ai une amplitude qui est un peu réduite, ça me fait un peu mal, mais je fais les mouvements en léger, juste pour congestionner un peu, parce que en fait... Tu fais les pecs? Ouais. Attends, il s'est fait opérer la gynécomastie, une hémorragie il y a 2 semaines. J'ai fait de l'incliné Smith avec 5 kilos de chaque côté. Putain, pourquoi tu fais pas tous les autres muscles de ton corps? Il y a genre 12 autres muscles à entraîner que les pecs. Bah tu vois, en fait, je sais pas, en fait, c'est à l'instinct, je me suis dit que ça peut être bien, juste un peu de congestionner, tu vois. Ah, mais t'es docteur en fait. Hein? T'es docteur en fait. Ouais. Ok, c'est pour ça, ouais. Je fais pas confiance au médecin. Bah en fait, je me suis dit, je vais congestionner un peu, et puis tu vois, décidément, ce matin, bah ça allait beaucoup mieux en termes de forme et tout, parce qu'il y en a un qui était déformé et tout, là où il y a l'hémorragie. Ouais. Ce matin, ils étaient plus symétriques. Donc je pense que ça fait partir un peu les déchets. Putain, brosscience. Think outside the box. Bah voilà. Mais je me dis, tu vois, le corps, il est résilient, c'est bon, je me suis fait ouvrir le téton, bon, j'ai saigné, il n'y a rien de grave. En fait, j'ai fait avec une amplitude réduite, tu vois. Et c'est bon, c'est pas la mort. Ça s'est passé comment l'opération d'ailleurs? Laquelle? Alors celle avant l'hémorragie. La première très bien, mais du coup il y en a eu 3. La première très bien, et si tu vois, je me suis réveillé, ils m'ont montré le truc, c'était bien. Il y avait un peu de saignement en fait qui sortait du téton. Ils m'ont dit vas-y, tu rentres à la maison. Je suis rentré à la maison, ça me faisait mal, tu vois. Et lorsque je suis parti dormir, ça me faisait vraiment mal, mais genre vraiment mal. Je me lève, j'ouvre le truc, enfin j'allume la lumière, je regarde mon pec, il ressort, mais comme ça. C'est chaud. Mais genre vraiment comme ça, j'ai jamais vu ça. Et ça fait hyper mal, c'est-à-dire que je touche comme ça, c'est une douleur presque 10 sur 10, 9 sur 10. J'avais envoyé un message au médecin, je lui ai dit là, c'est presque, je vais crever là. Et il m'a dit vas-y, viens à l'hôpital. Et je l'attends, oh mon Dieu. Là, j'ai cru que j'allais vraiment crever. En fait, j'avais tellement mal que je pensais, enfin, j'étais à la limite en train de passer out, tu vois, en train de perdre la conscience. Bref, il me monte en haut, il me m'injecte plein de drogues, kétamine et tout. Moi, je suis... Kétamine. Non, mais en fait, il m'injecte plein de trucs. En fait, il m'injecte un premier truc, ça marche pas. Deuxième truc, ça marche pas. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai une grande tolérance à tous les médicaments. Et ça marche pas, et donc ils vont crescendo de plus en plus fort. Et au final, j'étais défoncé, quoi. Défoncé. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont charcuté, ils m'ont ouvert le pec, ça a giclé de sang partout. T'étais conscient, du coup? Enfin, t'étais à l'ouest, mais t'étais conscient. Ouais, c'était trop bizarre comme expérience. Stylé. C'est trop bizarre comme expérience. Il y avait du sang partout. Je pense qu'il y avait au moins 1 litre de sang, par terre. Ça va vite. Hein. Bah, de toute façon, s'il a gonflé comme ça, c'était pas de l'air. Hein. Ouais, c'était un gros problème. Et ensuite, du coup, ils m'ont transféré dans un hôpital, enfin dans un vrai hôpital, parce que là, c'était du coup une clinique de chirurgie esthétique, où j'ai fait de la chirurgie esthétique. C'est mignon. Et à ce moment-là, du coup, je suis resté une nuit à l'hôpital, et le lendemain, je me suis fait opérer. Ils ont rouvert le truc pour regarder c'était quoi le problème, en fait, pourquoi il y avait le saignement. Et au final, en fait, c'était pas un vaisseau ou quoi que ce soit qui a pété, c'était du sang qui sortait un peu de partout. C'était trop bizarre. Ils ont dit, presque la première fois qu'ils avaient un truc aussi sévère, quoi. Le mec, il a fait des milliers de chirurgies. C'est la première fois que ça arrivait. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait de t'être fait jeter un sort par un marabout suite à quelqu'un que t'as saucé sur Instagram? Parce que là, je pense que tout le monde s'est lié contre toi. Ils ont pris une petite poupée de Sacha et ils t'ont planté une aiguille dans le téton, en fait.
Là, tu t'es fait, C'est t'es fait possible. envoûter par tous tes rageux, là. C'est possible, ouais. C'est possible que quelqu'un m'a jeté un sort. Mais c'est la vie, en fait. Et en fait, tu vois, je me suis dit, j'en ai retiré quand même du positif. Parce que tu vois, là, je me suis dit que vraiment que j'allais crever, quoi. Et Du coup, qu'est-ce que ça t'a... C'est quoi ton regard sur cette expérience? Qu'est-ce que t'en tires de positif? qu'est-ce que j'en tire de positif? Bah, depuis que j'apprécie beaucoup plus la vie, tu vois. Les choses simples. J'ai pas besoin de. J'ai un peu dézoomé, tu vois, par rapport au contexte dans lequel j'étais. Et c'est vrai que maintenant, même les trucs simples, tu vois, c'est du contraste la vie, hein. S'il n'y a pas de moments très difficiles, bah, forcément, les moments qui sont moyens ou bien, bah, tu les apprécies moins. Si tout allait toujours bien dans ta vie, tu te ferais chier au bout de 10 secondes, hein. C'est pas... Si tu avais toujours tout ce que tu voulais tout le temps et tout allait très bien, il n'y avait jamais de bouchons et tu n'avais jamais de problème et tu avais plein d'argent et plein de meufs, au bout de, enfin, en fait, tu finis dépressif. C'est comme les gosses des acteurs des riches qui naissent dans l'argent, bah, ils finissent dans la drogue parce que les mecs ils sont perdus, quoi. Voilà, c'est ça mon constat. Donc t'as quand même fini dans la drogue, mais Alors, temporairement. involontairement, là. Enfin, c'était forcé, là, j'avais pas le choix. Parce que là, en fait, ils étaient obligés de le faire pour m'ouvrir. Parce que si tu veux, dès qu'ils touchaient, c'était tellement douloureux. Enfin, même toucher comme ça, c'était horrible. Alors, pour mettre un couteau dedans, voilà, je disais, attends, mais injecte-moi un truc, là. Mets-moi un truc, parce que là, ça va pas marcher. Mais voilà. Putain, bah écoute, je suis content d'ouvrir le podcast là-dessus, ça peut faire relativiser beaucoup. Et en effet, comme tu l'as dit, il y a pas de... On peut pas apprécier les beaux moments sans en avoir bavé ou en baver de temps en temps. Et c'est cool, ça permet de dézoomer. Mais de toute façon, c'est un peu comme un jeu vidéo, quand t'as les codes de triche, tu te fais chier, parce que tu peux tout faire. Ça a plus de saveur, ça a plus de difficulté, il faut qu'il y ait un petit peu de résistance. Et de toute façon, on est fait pour ça, pour qu'il y ait un petit peu de résistance, qu'on aille chercher les choses. Surtout, je pense, toi et moi, parce qu'on a bâti des entreprises et tout. S'il n'y a pas de goal, c'est un peu compliqué, quoi. S'il n'y a pas une marche à franchir, c'est un peu compliqué, quoi. Bah, depuis toi, en plus, aussi, tu as eu un moment compliqué par rapport à... Pas par rapport à la santé, mais par rapport à l'entreprise, du coup. Comme moi aussi. Ah, on a tous eu ça, ouais. Ah, moi, Bah, se casser la quand gueule, t'es entrepreneur, c'est c'est si normal, tu ouais. veux, enfin, tout le monde passe par là. Enfin, je connais pas d'entrepreneurs qui ont tout réussi tout le temps dès le premier coup. Enfin, en tout cas, Dans la majorité, ils ont craché 80% des boîtes qu'ils ont lancées, si ce n'est 90, bah, si tu regardes bien. tu bouffes de la merde pendant tellement longtemps avant que ça marche, c'est abusé, hein. Et puis en fait, tu bouffes de la merde et t'es obligé de continuer tous les jours de faire tout le temps la même chose. Et c'est pour ça que la plupart abandonnent. Et en fait, c'est dans ces moments-là que Mais au bout d'un moment, ça ça passe, soit passe, ça en casse, fait. tu vois. Ouais, au bout d'un moment, mais au bout d'un moment, ça passe, parce que, tu vois, ça paraît con, ça paraît limite être une phrase toute faite que diraient des gens sur Instagram pour te motiver, etc. Tu sais, sur les comptes éclatés de motivation, là. De mecs qui sont pauvres en réalité, tu vois. Mais ouais. Et tu sais, ils font des fautes d'orthographe. C'est des enfants, je pense. Ouais, je pense, j'espère. Et bah, tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un qui voulait réellement, mais réellement un truc, ne pas l'avoir. Et je parle pas, tu vois, des trucs où, bah, si t'as pas l'allonge de Conor McGregor, tu vas pas être champion UFC. Je parle de trucs quand même où à peu près tout le monde peut aller le chercher humainement et mentalement, tu vois. Donc bâtir une boîte qui marche, ou à minima être un freelance qui marche un peu, parce que là, t'as déjà beaucoup moins de coûts et moins d'ambition, tout ça. Donc en réalité, je pense que de toute façon, les gens, ils se rendent pas compte à quel point, qu'en persévérant, ils peuvent aller super loin, en fait. Et c'est ce qui m'énerve en plus en France, c'est que les gens, ils ont tellement une mentalité de des fameuses statistiques où ils disent si tu viens pas d'un milieu favorable, c'est difficile de réussir. À la limite, ils disent que c'est impossible. Combien de personnes dans ce tas de personnes dans des milieux défavorables réussissent pas quand ils font les choses à 100% sur la durée? Il y en a très peu. Enfin, moi, je connais personne qui fait les choses à 100% d'une manière constante sur la durée qui n'arrive pas au résultat qu'il souhaite avoir. Qui est, s'il est réaliste, bien sûr. Et tu vois, même ça, on l'apprend, je crois que c'est au lycée. Parce que moi, j'ai fait bac ES, et donc, tu sais, il y a genre la sociologie, machin, mais je sais pas si tous les bacs le font. Et il y a Bourdieu, souvent, enfin, t'étudies Bourdieu et il te dit que la reproduction sociale, elle est super forte, que c'est limite impossible en France de changer de classe sociale, etc. Donc en plus de ça, on t'immisce un peu l'idée que tu vas trop produire sur la situation sociale et le statut social de tes parents, et que t'as aucune autre voie, tu vois. Donc je suis d'accord avec toi, alors qu'en fait, tu peux très bien... Enfin, quand tu le veux et tu t'es prêt à rassembler les moyens, Mais tu sais quoi, tu trouves quelqu'un qui t'explique, tu trouves l'énergie de le faire, enfin, il y a toujours des solutions, quoi. totalement. Et ça reste des vraies statistiques, c'est vrai. Moi, je suis pas en train de les nier, c'est totalement vrai. Mais je pense que c'est surtout par rapport au comportement des parents qui sont transmis aux enfants. En fait, c'est des comportements de perdants, en fait, des croyances limitantes qui font qu'ils n'y arrivent pas.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est pas parce que voilà, ils sont nés dans une famille ou sont dans un HLM qu'ils réussissent pas, c'est parce qu'ils ont les mêmes croyances limitantes que leurs parents. C'est tout. Ah, mais c'est 100% ça. De toute façon, plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point t'es le produit de ton environnement. Mais genre à, je sais pas, 60 ou 70%. Enfin, en réalité, qui tu es toi de base, c'est, je pense, minoritaire dans là où tu vas, quoi. C'est que tes expériences de vie et ton parcours qui, limite, prédisent ce que tu vas être ensuite, quoi. Tout ce que tu as pu vivre. Totalement. Et puis c'est humain aussi de se confondre un peu par rapport à tout ce qu'il y a autour de toi. C'est-à-dire tu veux ressembler à aux gens qui sont autour de toi parce que c'est humain, parce que dans la préhistoire on était dans des tribus, si tu étais pas comme tout le monde, bah, tu te faisais jeter et tu mourrais de faim, hein. C'est comme ça. Donc tu fais, non, c'est un truc très ancré dans le cerveau. Aujourd'hui ça n'a plus trop de sens, Mais c'est là, quoi. mais ça reste là, quoi. Ouais. Putain, t'as écouté mon podcast avec Frédéric Delavie ou pas? Ah non. On parle de ça. Bref, bah, allez l'écouter également après avoir écouté celui-ci. Je voulais, pour démarrer, te présenter un petit peu. En chiffres, rapidement, t'as 10 000 et plus abonnés sur Instagram maintenant. Enfin. Après presque 1000 posts. Après avoir stagné à 9 000 abonnés parce que les gens s'abonnaient, se désabonnaient, s'abonnaient, se désabonnaient. Ah mais c'est constant. C'est-à-dire que moi, je gagne 100 abonnés pour en perdre 70. Et j'ai un peu la même chose. Ouais. C'est une dinguerie. C'est un truc en fait, ça fait un flux constant. Mais tu vois, ceux qui restent, c'est des bons, quoi. C'est ça. Ils sont engagés. C'est des vrais... Je t'ai entendu, t'inquiète. 18 000 abonnés sur TikTok, plus ou moins. 1 million de j'aime. Je te corrige. Sur TikTok, je crois que je suis à 21 000 sur TikTok. Voilà. Tu vois, c'est parce que j'ai préparé la semaine dernière. C'est que ça stonks. Ouais. T'es coach en ligne depuis l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait un an et demi. 2 ans. 2 ans. Ouais, okay. J'ai commencé en juillet 2024. Putain. Ok, ouais, donc 2 ans pile. Enfin, au début, en fait, moi, quand je t'avais expliqué sur le podcast qu'on avait fait il y a 6 mois, du coup, en janvier. En fait, je faisais du coaching, mais je coachais les gens gratuitement. Hein. C'était pas... Oui, enfin, en tout cas, tu t'es lancé. Juste pour avoir, voilà. Ça, mais en fait, je faisais des vidéos, etc. Mais je coachais des gens sans les faire payer. Moi, au début, pendant très longtemps, j'ai pas facturé. Je coachais pour avoir des premières transformations et puis aussi pour... pratiquer, tu vois. Je me sentais pas à l'aise avec le fait de faire payer les gens dès le début alors que c'était mes premiers clients, etc. Où j'avais pas de transfo ou quoi que ce soit. Je leur disais, bah, tu sais quoi, je te coach gratuitement et puis en retour, tu me laisses poster ta transfo. Voilà, c'est le deal. Ça a bien changé. Alors, on te connaît... on te connaît pour tes vidéos, donc réaction clash avec beaucoup d'autres coachs, comme on l'énonçait juste avant. Et bah aujourd'hui, du coup, ouais, t'as beaucoup monté sur les réseaux. Et comme tu l'as dit, on a fait un podcast il y a 6 mois de ça, qu'on n'a pas publié. Parce que j'étais dans un squat. Ouais, voilà. Simplement, je me suis dit, c'est pas le standard. En fait, j'en ai tourné plusieurs avant de lancer la chaîne, en visio. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est peut-être pas le standard que je veux mettre. Donc, les tout premiers podcasts, tu vois, il y a peut-être 1 ou 2 où ils sont passés entre les mailles du filet, genre Denis, David, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, bon, 2, pas plus. Après, j'ai envie de faire un truc clean et tout, tu vois. Ouais. Donc, là, j'étais un brookie encore. Hein. Un casque de fou et tout à peur. Est-ce que Thomas, qui est mon monteur, tu pourras mettre un screenshot de la tête de Sacha avec son ancienne coupe de cheveux et son gros casque Hop, à l'écran comme ça. Là. Oh mon Dieu. Mais tu vois, à l'arrière, en plus, tu vois que l'appart, je pouvais pas me cacher. C'est vrai que c'est un appart qui coûtait 300 balles par mois. On dirait un squat. Bref. Comment tu arrives à trouver un appart qui fait 300 balles par mois en France? Ouais, 300, j'ai exagéré, c'était 450 € par mois. C'était à côté de Bordeaux. 150 € de différence. J'ai menti à 25%. C'était relativement simple. Enfin, non, pas du tout. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? En France, trouver un appart, c'était pas du tout simple. Hein. Ouais, surtout quand t'as pas de thunes. Moi, j'avais pas de thunes à l'époque. Petit. Genre, toi, t'étais broke? Ah, mais extrêmement broke. Quand j'étais. Je sais pas si je t'en avais parlé à toi. C'était en septembre 2025. Je m'en souviens du moment là, juste avant que je lance la boîte à 100% en octobre-novembre. J'avais tellement pas de thunes, parce que j'avais pas pour le contexte, dans cet appart de con, j'avais même pas de machine à laver. Et du coup, j'avais tellement pas de thunes que j'avais pas l'argent pour aller laver mes vêtements à la laverie et ça coûtait genre 2 €, tu vois. Et j'étais à 0. T'avais pas 2 €? J'avais pas 2 €. J'ai lavé mes vêtements dans le bain, en fait.
Et maintenant, ça se drogue à l'hôpital de Dubaï. Les temps Voilà. ont bien changé. T'es vraiment un journaliste, toi. Mec, il met le couteau sous la gorge comme ça. Attends, un faut que guet-apens. j'adopte le ton monotone des journalistes. Désormais, il se drogue à Dubaï. Oh mon dieu. Bon, Sacha, Alexander et Tutti Quanti. D'ailleurs, pourquoi tu t'appelles Sacha d'ailleurs? Pourquoi Sacha Stardust? Alors, Alexandre, c'est mon prénom officiel sur le passeport. Et Sacha, c'est juste le. ton prénom en fait, officiel sur le passeport. Ouais, c'est mon prénom. Et Sacha, c'est le diminutif d'Alexandre en russe. Voilà. Mhm. Et, Ah, d'accord. voilà. On m'a Ok. toujours appelé comme ça. Ma mère m'appelle comme ça depuis petit. Et voilà. En fait, si tu veux, quand je suis arrivé en France, c'était bizarre en fait que les gamins m'appelaient Alexandre parce qu'en fait, ça fait tellement. Si tu veux, en Russie, Alexandre Sacha. Alexandre, c'est tellement un truc officiel. J'ai l'impression que c'était. Ah ouais, c'est drôle ça. Voilà. Pourtant, il y a Du coup, des je me suis dit, bah, tu sais quoi, appelle-moi Sacha, c'est plus simple parce que là, ça me fait trop bizarre. Il m'appelle Alexandre, tu vois. Ah, donc tu t'y C'est comme, es fait. c'est comme si je te disais Amoripat à chaque fois que je te parlais, tu vois. Ah ouais, Mais tu vois, c'est. ce serait bizarre. Je me redresse. Bah, c'est URSAF ou qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu Ok. vois, c'est tellement carré et officiel que ça me faisait bizarre. Du coup, voilà, Sacha. Même si je sais que voilà, pour les Français, ça n'a pas réellement de sens le rapport entre les deux. Voilà, Ouais, mais ouais. voilà, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Ok, c'est marrant. Et du coup, ça te fait pas tilter enfin, tiquer qu'on te dise Sacha et pas Alexandre, du coup, t'es habitué en fait. Bah, c'est ce que j'ai demandé quand je suis arrivé en France, donc non, pas du tout. Non. Parce que tu vois, je me faisais la réflexion, je me disais, même moi, je t'appelle tout le temps Sacha, mais je disais, ça se trouve, ça le fait bizarre. Ah non, Comme Steven me dit tout le temps César, alors que ça fait 1 an et demi que je le connais, il a toujours pas enregistré que c'était Amaury. Donc, tu vois. ça va, César Coaching? Ça, César Coaching. Putain. Bref, donc, je te disais, avant de parler un petit peu d'autres sujets, parce qu'on a fait une bonne et longue intro, j'ai un petit jeu, c'est le même que j'ai fait, alors remixé avec Steven. Je vais te donner l'iPad. Ce jeu-là, à chaque fois, je fais un petit peu une réédition, je change le nom. Pour toi, c'est Testo ou Eustro. Let's go. Je vais te donner 10 choses, 10 thèmes ou 10 personnes, enfin un mix, 10 thématiques. Et tu auras juste à cliquer si c'est Testo ou si c'est Eustro. Ouais. Il y a un son qui va sortir. Et derrière, tu justifieras. Tu as, on va dire, 60 secondes pour justifier. Parce que si on fait des mathématiques, 60 secondes x 10, ça fait 1 minute, quoi. Ça fait 10 minutes. Donc du coup, forcément, ça peut durer très longtemps si tu Non, 1 minute, c'est 100 secondes. n'analyses pas. C'est 100 secondes, ouais, je sais. T'as le ref. Oui, Toi, avec toi, je peux y aller tranquillou, t'as toutes les refs. Alors, démarrons. Alors, Sacha, Alexander... Arrête ça. Hein? Arrête ça. Arrête ça. Son nom de Il famille, va faire arrête ça pendant tout le podcast, il va vous saouler. Alors, Alexandre, je commence par te demander de noter grandir en Russie. Bah, Testo. Yeah, buddy! Testo, bah, parce que forcément, les valeurs en Russie sont plus traditionnelles que les valeurs en France. Par exemple, enfin, je compare à la France. Voilà. Comparé à la France, c'est plus testo. C'est-à-dire que bah, les hommes sont plus masculins qu'en France. Ça, c'est factuel. Je sais pas, j'invente rien. Même les femmes russes, elles le disent. Même les femmes françaises qui sortent avec des Russes, elles le disent aussi. Même Les les hommes, femmes russes sont plus masculines que les hommes français. Non, les femmes russes, elles sont très dans leur féminité. En fait, les genres sont en fait là où ils sont censés être. Tu Là, veux je vais me dire faire que cancel par les Français. c'est bon. il y a plusieurs genres? Enfin, il n'y a que 2 Il genres. y en a 2. Putain, c'est vrai que t'es docteur. Après, il est docteur, les gars. Je suis médecin, c'est pour ça. Du coup, voilà, c'est simplement parce que bah, en Russie, les hommes sont beaucoup plus masculins, que ce soit par le comportement ou même la physicalité. C'est-à-dire bah, tous les hommes, beaucoup font des sports de combat. Contrairement en France, voilà, c'est des... Oui, combattre les sports. C'est plus dans l'autre sens. Voilà, donc je dirais bah, testo, factuellement, Testo. Grandir en France. Why are you gay? Grandir en France. Ça dépend où, évidemment, mais en fait, quand je compare à la Russie, effectivement, en fait, surtout quand je compare comment les gens ils sont dans leur tête, tu vois, typiquement les Français, comment ils réagissent, que ce soit à mon contenu ou quoi que ce soit, ils sont très sensibles, d'accord, ils prennent tout personnellement, ils sont très sensibles, ils sont très émotionnels, d'accord. Et du coup, effectivement, les gens qui grandissent en France, je remarque qu'ils sont un peu plus aux antipodes des Russes dans leur féminité.
dans leur féminité. Why are you gay? Celle-là un peu plus compliquée parce qu'il faut de la nuance, mais je te la pose quand même. Les coachs d'Instagram. Why are you gay? En fait, j'ai réfléchi, j'ai fait une statistique, une étude rapide. Une étude de cas, statistique, ouais. Parce qu'effectivement, il y a. T'es statisticien aussi, du coup? Ouais. Putain, beaucoup de doctorats. Hein. Ouais. Tu mettras au montage un petit truc. Un petit diplôme avec ta tête avec le casque. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, la majorité, ils sont gays parce que, si tu veux, ils sont tout ce qu'ils détestent chez leurs clients. Les coachs sportifs en ligne. C'est-à-dire que. J'aime bien quand tu parles de cette chose-là. Vas-y, c'est-à-dire ils ont un ego surdimensionné. Si on parle de business, ils ont un ego surdimensionné par rapport à là où ils en sont dans leur business, alors que c'est des brookies pour la majorité. Enfin, je pense que le coach sportif moyen gagne moins de 2 000 euros. Le monteur mettra la définition littérale de brookie. J'ai une définition Wikipédia. C'est pas la première Faut fois que pas ce terme écrire. revient sur ton podcast. Donc, ils ont un ego surdimensionné, que ce soit par rapport à leur business ou même leur capacité de coacher, parce que pour la majorité, ils n'ont aucun résultat client, ils n'ont rien, ils n'ont qu'une preuve. Voilà. Mais par contre, l'ego, il est énorme et ils refusent de demander de l'aide quand quelque chose ne va pas. Donc, en fait, ils sont exactement ce qu'ils détestent chez leur potentiel client ou leurs clients, sans même s'en rendre compte. Du coup, en fait, c'est tellement une dissonance cognitive que, en fait, ça m'amène à détester la majorité des coachs sportifs. Voilà. C'est vrai que la majorité sont un peu frappés par ce mal-là. Voilà. Faire une séance bras. Why are you gay? Pourquoi C'est grave cool une séance bras. Gros. Ouais, c'est cool, je te l'accorde, C'est mais marrant. en fait, je sais même pas si tu peux appeler ça une séance, quoi. Enfin, tu plies ton bras, tu fais une flexion de coude, une extension de coude, et tu vas. Enfin, c'est quoi ce délire? Après, tu vas à la Pourquoi faire? piscine, t'es pumpé, c'est bien. Ouais, en fait, mais même tu vois, pour un objectif d'hypertrophie, pourquoi tu le fais? Ça sert à quoi? Parce qu'en fait, si tu fais une séance bras, si tu as une séance bras dans ton programme, ça veut dire que, par définition, à part si tu as un split vraiment un peu spécial, la majorité du temps, ça veut dire que tu travailles les bras une fois par semaine. Est-ce que c'est la meilleure chose pour faire Souvent, grossir les bras? en- À part si tu Ouais. fais genre un Arnold split, ok, enfin tu peux faire tous les 4 jours ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est même Souvent, pas la les meilleure mecs, chose. Ils font biceps avec le dos, triceps avec les pecs, et ensuite, ils font bras, je pense, par-dessus. Ouais, bah tu vois, typiquement, je pense pas que c'est bien non plus parce que tu renchaînes les bras sans leur donner un temps de Rajoute la récupération. fatigue, ouais. Ah, ça, Moi, ça marche autant, dessus, ouais. autant leur donner, autant les faire au début d'une séance push ou pull ou même jambes ou upper. Et tu leur laisses au moins 3 jours complets ou 2 jours complets où il n'y a aucune sollicitation et au final, ils récupèrent et tu le retravailles rapidement. Voilà. Mais séance bras, il faut avoir un retard mental pour mettre une séance bras dans son programme. Enfin, Ou un retard bras, ou un retard. ou un peu les deux. Ouais. Retard mental et un retard bras. Ouais. Mais non, c'est gay de fou. Être entrepreneur. Yeah, buddy! Entrepreneur, forcément, je suis obligé de mettre testo. Parce que du coup, tu peux pas te reposer sur ton employeur, tu peux pas te branler. Il y a un retour direct. Si tu travailles pas, tu n'as pas d'argent. Voilà. Donc, tu es obligé de prendre tes responsabilités, d'assumer quand il y a quelque chose qui va pas et de travailler tout simplement. Parce que tu peux pas dire, OK, là, toi, tu peux pas dire, OK, je vais venir au bureau, je vais me branler les coudes, je vais faire genre que je travaille et puis j'aurai toujours le même salaire. Bah non, en fait, non. Ton CA va chuter. Il y a moins de gars qui vont rentrer dans l'accompagnement. Tu pourras aider moins de personnes. Donc voilà, tu es un peu une merde si tu fais ça. Donc tu peux pas être une merde en étant entrepreneur. Ou en tout cas, tu vas pas réussir si tu es une merde. Exactement, c'est un très bon antidote Voilà. à être un fils de pute. Dubaï. Testo, s'il te plaît. Yeah, buddy! Dubaï, pourquoi c'est testo? Premièrement, pour les gens que je vois ici, déjà, il n'y a pas de cheveux bleus, pas de tous ces déchets de l'humanité. Ça n'existe pas ici. Ensuite, pour les gens qui sont là, justement, c'est tous des gens qui sont ambitieux, entrepreneurs. Même si Dubaï, effectivement, il y a une image comme quoi il y a beaucoup de business dans la zone grise ou quoi que ce soit. Il y a quand même beaucoup de gens ambitieux qui ont des valeurs, etc. Et c'est des gens qui sont dans notre entourage, donc c'est vraiment cool. Et c'est des gens qui veulent réussir et qui te poussent à aller au-delà de ce que tu pouvais être par le passé. Et ce que tu aurais pu être en France également, donc testo à 100%. Ouais. Le bodybuilding. Le bodybuilding.
Ah, c'est compliqué, attends. Oh là là. Je sais que ça soit compliqué, je t'en donne des faciles, mais Anthony, me frappe pas, s'il te plaît. il était assis à cette place-là en plus. Il prenait un peu plus d'espace. Ah bah, Tu vois la plante il est derrière rentré toi dans la chaise ou Je la voyais pas, la plante derrière toi. On avait mis le canapé. Alors là, c'est vraiment 50-50. 50-50. Bah, je dirais plus gay, Austro du coup. Désolé. Anthony, tu reviens quand à Dubaï Il avec va ses me foutre grosses pas. mains de Ah, il va giga me foutre daron la là gueule. J'adore Anthony, attention. Luc. En fait, je dis ça, je réfléchis de manière logique. Ok, le bodybuilding, c'est quoi? C'est pour caricaturer. En plus, toi, tu es bodybuilder. Voilà, tu le J'étais. sais très bien. Enfin, tu étais bodybuilder. Bah, quoi, c'est un concours de celui qui a les plus beaux muscles, jugé par des hommes. Et en fait, tu te mets sur scène, voilà, avec de l'huile sur le corps en string. On regarde tes fesses et c'est un homme qui te dit si tu as des plus belles fesses qu'un autre homme. C'est plutôt gay. Maintenant, il y a un autre côté où c'est plus testo parce que ça te pousse dans le dépassement de soi, etc. C'est dans la discipline, le travail dur, forcément, dans tous les cas. Mais la nature de ce sport fait que voilà, je peux pas dire testo. Enfin, testo, si on mesure les taux de testo des mecs sur Oui. scène, je pense qu'ils sont Mais relativement élevés. Tu vois, je suis pas d'accord avec toi sur le côté, parce que ça, je l'ai entendu beaucoup de fois, le côté, ouais, c'est un truc où tu te fais juger par d'autres hommes, t'es en slip. J'adore le bodybuilding, attention, moi je regarde beaucoup de Bah compétitions de ouais, mais bodybuilding. en fait, tu peux choisir de le voir par ce prisme-là, mais c'est forcément biaisé. Ou alors tu peux te dire, putain, c'est stylé. À la base, c'était des mecs comme Arnold et tout, qui a des physiques de fou. Ça montrait un truc hors norme. Ensuite, ça montre un beau physique quand tu vois Frank Zane, Yeini, machin. Et puis ensuite, aujourd'hui, c'est plus freaky, tout ça. Mais si t'aimes le beau bodybuilding, tu peux pas trop dire, ouais, c'est giga gay, tu vois. Ah non, je dis pas que c'est giga gay, mais en fait, cliqué sur ça reste en fait un sport d'hommes pour les hommes. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis. Enfin, ostro, du coup, c'est pas le bon terme. En fait, j'ai dit ostro plus parce qu'il y a le truc qui est gay là qui dit. Donc c'est plus. Enfin, il y a beaucoup de gays dans le milieu de bodybuilding. Enfin, Oui, tout mais ce qu'il y a souvent, derrière c'est aussi. pas les bodybuilders qui sont gays. Ouais. C'est plus Ouais, ceux qui sont non, attirés mais par ça. en fait, toute cette atmosphère, voilà, il y a beaucoup de trucs qui sont gays. Mais ouais, en fait, c'est plutôt testo. Yeah, buddy! C'est plutôt testo en réalité, mais il y a quand même un côté, un autre côté qui contrebalance tout avec le fait que ce soit un sport d'hommes fait pour les hommes où les hommes jugent le corps d'autres hommes. Il y a une partie d'homosexualité là-dedans. Mais j'adore le bodybuilding. Enfin, moi, je regarde souvent, tu vois, la dernière compète de Nick Walker, j'ai adoré. Ça fait de toi docteur, statisticien et potentiellement homosexuel, puisque tu regardes le bodybuilding. Attention, c'est illégal ici. C'est vrai que c'est illégal. Bon, je retire ce que j'ai dit. Mais en fait, du coup, je suis un peu entre les deux, tu vois. Parce qu'en fait, ça reste, tu vois, comme dans la nature des bodybuilding, les mecs, ils ont une testo élevée, mais souvent des oestrogènes aussi élevés parce que ça convertit en oestrogène et tout. En général, il y a des inhibiteurs. Hein. Ouais. Ils laissent pas courir. Hein. Parce qu'après, il y a des opérations où tu fais des hémorragies. Voilà, c'est ce qui se passe. Mais voilà, en fait, c'est dans les deux extrêmes. En fait, c'est tellement extrême le bodybuilding dans tous les sens que c'est difficile de te donner une réponse tranchée. Mais je te dirais plus testo, du coup, parce que quand même, voilà. T'as vu, là, testo. j'ai fait un traitement d'objection. Là. Ouais, tu m'as convaincu, c'est bon. Tu m'as close. Alors, ça fera. T'en parles pas à ta femme, par contre. Hein? Il n'y a pas encore de femme russe, donc t'en parles pas à ta femme. Non. On est bon, Non, la non. vie, elle est changée. Ah non, mais j'en parlerai jamais à ma femme. Alors, très bien. Être sous les 1 gramme de caféine par jour. Alors là, si je mets... Je pique ton égo, là. Là, si je mets... Alors... Yeah, Je mets testo, c'est pour pas mettre les gens en danger en fait, parce que là, s'il y a des gens qui décèdent après le podcast, je vais être responsable. C'est vrai qu'on a une responsabilité. Mais en fait, moi, je me limite à 1 gramme. En fait, je dirais qu'en moyenne, je suis entre 500 et 800 mg par jour. C'est colossal. 500, c'est haut, mais c'est ce que j'ai pris là, du coup, avant le podcast. T'as pris genre directement pré-workout? Je prends beaucoup de pré-workout, mais jamais pour aller à la salle de sport, tu vois, c'est bizarre. C'est drôle ça. Ouais. Ta pression sanguine, elle a combien? Normal. Normal. 12 8. Juste chill guy. Tu Ouais. bois beaucoup d'eau? Ouais, je pisse beaucoup. Ah ouais. Bon. J'oubliais que t'étais docteur. Ne pas aimer son corps en 2026. Why are you gay? Pourquoi? En fait, Très. aujourd'hui, je pense que avec
toutes les informations et tous les coachs qu'il y a, en fait, toutes les possibilités qu'il y a devant nous, toutes les facilités d'accès aux salles de sport, à la bonne nourriture, etc. C'est tellement accessible d'avoir un beau corps, enfin beaucoup plus qu'avant, je trouve, que en fait, c'est tellement un handicap et c'est tellement dans ton contrôle que c'est super gai de ne pas avoir un corps qui te plaît en 2026, ouais, effectivement. CPD. S'entraîner en haut volume et basse fréquence. Faire du junk volume. Why are you gay? Bah, c'est Eustro parce que c'est objectivement pas la meilleure manière de s'entraîner. Donc voilà, faire 30 séries de pecs le lundi et attendre le lundi prochain pour les refaire, aucun sens. Pourquoi Même si faire t'es chargé en plus. Même si t'es chargé. Voilà, il y a des gens qui disent qu'il y a un énorme écart entre l'entraînement de net et de chargé, c'est faux. C'est pas vrai. En fait, ouais, quand t'es chargé, tu peux progresser avec plus, tu peux progresser avec moins, mais en fait, Pas forcément besoin de plus, en fait. Voilà, en fait, mais dans l'ordre général, le meilleur entraînement pour un nati, ce sera quasiment le même que le meilleur entraînement pour un dopé. Voilà, Anthony, comment il s'entraîne? Il s'entraîne pas en faisant 30 séries de pecs le lundi. Il attend pas le lundi prochain pour récupérer parce que, comme soi-disant, il doit encaisser plus de volume, mais je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout le cas. Sur la durée, en fait, ça revient quasiment à la même chose. Tu peux faire plus n'importe quoi, tu peux en faire plus et progresser, tu peux en faire moins et progresser, mais quand on regarde ce qui marche réellement, il n'y a pas une grande différence. Je te remercie, Alexandre. Je vais reprendre l'iPad. Je voulais un petit peu que tu nous reparles brièvement. Tu m'as parlé tout à l'heure de la Russie parce que je t'ai tendu la perche. Toi, comment s'est passée ton enfance en Russie? Combien de temps t'y es resté? Pourquoi t'es venu en France? Alors, quelle différence t'as vue? je suis né en Russie, dans une petite ville qui s'appelle Rybinsk, à 4 heures en voiture de Moscou. À l'échelle de la Russie, c'est pas loin. Et j'ai passé 12 ans de ma vie, du coup la moitié de ma vie actuelle en Russie. J'ai grandi dans une famille sans père, c'est-à-dire uniquement avec ma mère et ma grand-mère. Une famille vraiment très pauvre, hein. C'était vraiment très 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 pauvre, hein. Si je mets une photo de l'immeuble dans lequel j'habitais, c'est vraiment le cliché de l'immeuble russe. Tu mets un immeuble russe, voilà, Non, de l'URSS. Vous verrez la photo. Avec Je Sacha qui pourrais- tire la langue à 8 ans devant. Je pourrais t'envoyer une photo, ouais. Bah voilà, c'était complicado là-bas. Typiquement, j'ai fait des sports de combat, comme j'avais dit, hein, comme la plupart des hommes russes. J'ai fait du sambo. Tu connais bien un peu, toi, tu as une ceinture noire de judo, tu connais bien le sambo. Donc voilà, j'ai fait 6 ans de sambo. Toujours beaucoup de sports de combat. Je faisais 10 entraînements de sambo par semaine vers la fin. Merde. Parce que en fait, c'était du lundi au vendredi. Une C'est séance le C'est matin. lié à l'école ou c'était non, totalement, en c'est dehors? Putain, c'est- Une séance le matin avant d'aller à l'école. Mon entraîneur venait me chercher. Enfin, c'était une petite communauté là, c'était vraiment quelques gars où il voulait vraiment les faire progresser. Genre à 5 h du matin, on partait au training. Je rentrais, j'allais à l'école. Je rentrais de l'école, je repartais à l'entraînement, comme ça, 5 fois par semaine. Le week-end, je me reposais et ça repartait comme ça pendant longtemps. Putain, stylé. Donc voilà, ça, c'était vraiment un truc assez marquant. C'était quoi la question spécifique du coup que tu avais posée par rapport à ça? Je vais poser une question ouverte et un peu longue. Emilien Vas-y. serait pas d'accord. Là, j'ai dit... Ouais, comment s'est passé de manière générale ton enfance? Ben là, tu développais, c'est très bien. De ce point-là, on s'est arrêté jusqu'à ensuite l'arrivée en France. Qu'est-ce qui a fait que vous avez bougé? Puis même en vrai, avoir grandi sans père, est-ce que ça t'a impacté? Ça, c'est une question que je trouve Sur le intéressante. coup, j'avais pas l'impression, tu vois. Honnêtement, j'avais pas. Maintenant, t'as le recul. Ouais, avec le recul, en plus, là, j'en ai parlé du coup avec Emeline. Effectivement, je pense que psychologiquement, d'une manière inévitable, ça a un impact sur comment tu agis, ta manière de voir les choses, même ce qu'il y a vraiment en profondeur dans ton cerveau, je pense qu'il y a quand même un impact. Maintenant, ça m'a pas. Quand j'étais enfant, je m'en foutais un peu. Il était pas là, quoi. Il était pas là. C'est pas comme si je l'avais connu et puis il est parti. Non, il a jamais été là. Voilà. Donc, j'ai pas eu ce manque. Mais voilà, je l'ai bien vécu. Moi, j'étais un gamin qui était plutôt heureux avant d'arriver en France. Non, la France, c'était un traumatisme. Je ne reviens pas dans ce pays. Mais si tu veux, quand j'avais peut-être 9 ou 10 ans, ma mère a rencontré mon beau-père qui est français, qui travaillait dans l'aéronautique en Russie. Du coup, et lorsque j'ai eu 12 ans, il a eu un contrat de travail en France.
Et bah, du coup, on a suivi, voilà, très simple. Et du coup, bah, j'ai déménagé comme ça en France. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans ce pays, ouais. Et comment ça s'est passé les premières années en France? Compliqué. Compliqué. En fait, je me suis vraiment isolé à fond. Mhm. Parce que les gamins, ils étaient trop différents de moi. C'est-à-dire? Comme je t'ai dit plus tôt, quoi. Très sensible, très hypocrite, très émotionnel. Les gamins, Surtout, c'est à 12 ans, ouais, donc c'est au collège, quoi. ouais. Ouais. Les gamins au collège, ils sont méchants. Hmm. En plus, raciste de malade. Enfin, raciste. Je suis blanc, mais t'as compris. Retourne en Russie tous les jours à l'école et tout. Mais tu avais déjà un niveau de français en arrivant ou t'es parti de zéro? Presque de zéro. J'avais pris quelques cours, mais Ok. après, en 2 mois, je parlais comme un gamin normal. Ouais. Ok. Parce que t'as un QI. Hyper élevé. Ouais, je fais la Attends, blague. il répond premier degré. Bah oui. Tu l'as testé là combien? 131, C'est j'avais bien, testé. ça. Quand en arrivant en France, j'avais fait un test. Tu sais que ça, pour un juif ashkénaze, c'est attardé mental, ça. Bah effectivement, je crois que chez les juifs, la moyenne de QI, elle est vraiment c'est élevée. chaud. Ouais. Bah, 130, c'est élevé, mais c'est pas non plus la zone de génie. Voilà, mais Après, ça dépend aussi quel genre d'intelligence t'as, parce que... faut pas commencer parce que les mecs Non, qui non, ont un QI qui est mais- faible, ils disent bah, attention, ouais, l'intelligence Non, émotionnelle. non. Je vais pas parler d'intelligence émotionnelle. Ah bah, je m'en doute que toi, tu vas pas parler de ça. Non, j'en ai, arrête. Non, mais c'est... comment dire? Il y en a qui sont un peu plus logiques, il y en a qui sont un peu plus d'autres choses, etc. Donc bon, il y a toujours un petit peu des nuances. Non. Mais quand t'es à 130, je te promets qu'il y a des nuances. Si. Mais je suis pas en train de dire ça pour relativiser. Je suis en train de dire ça juste comme une info. T'es très inclusif, toi. Je suis très inclusif. Non, mais c'est vrai, tu vois, il y a différents types À d'intelligence. quel type d'intelligence tu penses? Euh, Pour moi, si t'as un QI qui Bah. est à 100 ou inférieur, je suis désolé, mais t'es un cancre, quoi. Oui, T'es bien con. sûr, mais en fait, Putain. quand ton QI il est élevé, tu vois, il y a... Est-ce que t'es plutôt quelqu'un de... T'es plutôt un matheux, plutôt un littéraire, tout ça. Et en fait, il y a différents types de QI. Il y a des gens qui vont être excellents dans la rédaction, la synthèse, etc. et les réflexions. Et il y en a d'autres, ça sera très... comment dire 1 + 1 font 2, et je vais partir là-dessus. Je sais pas comment bien te le synthétiser, je suis pas un expert en QI, mais il y a Ouais. différents types d'intelligence. Ça veut pas dire qu'il y en a 45 et que tout le monde est intelligent. Le fond reste le même, ça reste de la logique et de la résolution de problèmes. Oui. En fait, le QI, selon les sphères, c'est c'est pas ta pareil. capacité à résoudre des problèmes. C'est ça le QI. Bon, j'ai Après, déjà- ça peut être effectivement plus dans le sens littéraire, Ça mais se décline. QI, sur sa base, c'est la résolution de problèmes. Et qu'est-ce qui, en fait, illustre le plus facilement ta capacité à résoudre les problèmes? C'est les maths, c'est des choses comme ça, tu vois. Les gamins qui sont très mauvais en maths, on peut dire ce qu'on veut. En général, ils sont pas très intelligents. Mais tu vois, il y a aussi une nuance à apporter. On parlait de l'environnement tout à l'heure. Je sais que moi, j'étais éclaté en maths toute ma scolarité. Et une fois ma Désolé. scolarité... Non, mais tu fais l'aéro depuis tout à l'heure. Mais une fois ma scolarité terminée, ça s'est débloqué, tu vois. Ah bah voilà. Et en fait, je pense que ma mère me disait toujours ouais, les maths, c'est compliqué. Ma grand-mère était éclatée en maths. Et moi, j'étais aussi très proche de ma grand-mère, tu vois. Mon père, bon, il s'en foutait un peu, tu vois. Donc, m'a pas trop aidé sur ma scolarité. Donc, en fait, j'étais vraiment dans un environnement où, justement, on me disait les maths, c'est compliqué, tout ça. Et en fait, bah, c'est con, mais ça rentre, en fait, tu vois. Ah, t'avais une croyance limitante. Ah ouais, j'ai Ah, grave voilà. une croyance militante. Mais t'avais la capacité d'être bon. Ouais, tu vois, parce qu'en fait, dès que je suis sorti et que j'ai dû appliquer les maths au coaching sportif et tout, tu sais, parce que tu dois faire des produits en croix, tu dois ceci, tu dois cela. Bah ouais, puis en dans la fait, vie là, de tous les je jours- me suis dit, là, quand tu m'as dit que t'étais mauvais en maths, je me suis dit, mais c'est pas possible. Bah oui, tu vois. C'est pas possible. Et Parce au que t'as final, un cerveau qui est très logique. Bah oui, mais c'est juste parce qu'en fait, on m'a mis dans la tête que c'était compliqué. Et tu Ouais. vois, et c'est comme les études supérieures, j'en ai jamais fait aussi, je pense, parce que dans ma famille, quasi personne en a fait, et donc pour moi, c'était insurmontable et pas pour moi, tu vois. Il y a beaucoup de trucs comme ça, hein. Tu vois. Mm. Donc, mais je te rejoins, si vraiment t'as toutes les armes et que t'es pas bon en maths, bon, tu feras éboueur. Alors, pourquoi tu t'es... c'est pète sa mère, éboueur, c'est vachement bien, il en faut. Pourquoi tu t'es lancé dans le coaching en ligne, du coup? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers cette voie? Surtout, finalement, c'est depuis 2 ans seulement. Pourquoi je me suis lancé dans le coaching en ligne? Bah, déjà, le milieu de la musculation, c'est quelque chose qui me passionne. Du coup, je voulais forcément travailler dans ça. Et le coaching en présentiel, c'était réellement pas quelque chose que je voyais possible pour moi, parce qu'en fait, quand tu fais du coaching en présentiel, tu coaches voilà, des profils qui ne te correspondent pas réellement, et puis tu es limité parce que tu vends ton temps, etc. Donc,
c'est pas quelque chose que je voulais faire. Je voulais pas être attaché physiquement aussi à un lieu de travail. Donc le truc de en ligne, ça m'a toujours plus parlé. Du coup, voilà, c'est venu naturellement, quoi. C'est quelque chose que moi je voulais faire. Je voyais que les gens le faisaient, je me suis dit, tiens, ça leur ressemble pas, ça me plairait bien. Et effectivement, quand j'avais pris mes premiers clients gratuits, enfin pas des clients, du coup, je sais pas si c'est lui qui payait pas, mais bah, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'était passionnant, du coup, bah, je me suis dit, bah, tu sais quoi, go, et puis c'est parti. Et du coup, entre selon c'est arrêté au collège, mais entre le collège et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue scolaire? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as bossé entre-temps? Est-ce que tu as fait des études? Bah, j'ai eu mon bac général, Hmm. spécialité SES et anglais. Euh, Après, j'ai pas fait d'études. T'as pas de sur- doctorat du coup? Non, pas pour l'instant. J'ai Putain, menti. merde. J'ai menti. T'as menti. Putain. Bah, en fait, si tu veux, juste après le bac, j'ai pas fait d'études. Et j'ai commencé à travailler parce qu'en en fait, il y avait aucune voie en termes d'études qui me paraissait logique à suivre. Je me suis dit, bah là, je vais pas faire des études juste pour faire des études. S'il y a rien qui me parle, j'ai pas envie. Je détestais en plus les études. Moi, je suis pas très studieux. J'ai le TDAH, etc. J'arrive pas à me concentrer en classe. Surtout quand un truc qui me fait chier, moi, je suis ailleurs. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler. J'ai fait de la restauration pendant un petit bout de temps, même un peu plus d'un an et demi. J'avais des occasions pour travailler dans des beaux hôtels à Paris par des amis que j'ai eus. J'ai travaillé au Phuket. Euh, Et ensuite, j'avais arrêté. J'avais fait parce que c'était vraiment pas pour moi en fait là. Si tu veux surtout le service, vu que surtout que j'ai le TDAH. Alors moi, je suis perdu de partout. Au bout d'un moment, quand il y a trop de trucs, je suis tellement stimulé que voilà, je suis perdu. Même quand j'essaie de faire le truc, bah, j'oublie une fourchette ou quoi que ce soit. Ça me foutait tellement en stress que je me suis dit non, j'arrête. C'est bon. J'ai fait un CQP instructeur fitness. Je me dis, bah, je vais faire ça pour l'instant. Et puis voilà, c'était ça en fait. Ensuite, bah, je me suis lancé dans le coaching sportif en ligne. J'ai fait plusieurs formations payantes pour du coup acquérir des connaissances. Et c'est parti de là, ouais. Mais du coup, c'était vraiment la galère. J'ai travaillé dans un Basic Fit en tant qu'agent d'accueil pour avoir un peu d'argent, etc. C'est ce que je faisais du coup en parallèle quand je ne faisais pas payer mes clients. Je travaillais à Basic Fit. Le taf le plus simple que j'ai jamais fait d'ailleurs. C'est vrai qu'ils se branlent un peu les couilles, hein, les mecs de Oh là l'accueil. là, vraiment, tu fais rien. Tu leur fais... demandes En un plus, truc, ils ont tu sais, des bornes pour s'inscrire automatiquement. Toi, tu fais vraiment rien en fait. Tu fais rien. T'es là juste pour regarder. Tu vois. Bref, j'ai fait ça pour voilà, subvenir à mes besoins fondamentaux, pour payer mon loyer et ma bouffe. Et bah, du coup, j'ai commencé à développer mon coaching sportif en ligne. Et puis, quand ça a commencé à marcher un tout petit peu, bah, j'ai arrêté. Et puis c'est parti de là. Ouais. Et là, j'ai fait full online. Et Depuis, comment s'est passé du coup l'évolution depuis 2 ans de ton entreprise en ligne? Parce qu'au début, tu as fait seul, tu t'es fait un peu accompagner, puis une seconde fois. Mhm. Bah, tu vois, seul, ça marchait pas, quoi. Voilà. Seul, ça marchait pas du tout. J'essayais, enfin, quand j'ai commencé à faire payer mes clients, etc., ça marchait, mais c'était tellement pas assez pour vivre normalement. J'essayais seul, etc. J'avais quand même cette croyance limitante de me dire, c'est pas grave, je peux y arriver seul. En fait, non, je me suis dit, non, là, je suis en train de faire de la merde. Il faut que je paye quelqu'un pour m'apprendre. Donc, j'ai payé une première personne. J'ai vidé mon compte en banque. Là, j'ai mis tout ce que j'avais. Parce que je me suis dit, bah, tu sais quoi, dans tous les cas, là, j'ai vraiment. Au pire, je reviens à la caisse départ. Dans tous les cas, j'ai pas de thune, quoi. C'est pas grave. Tant pis. Et puis, ça a directement marché. Voilà. Dès le premier mois, j'ai fait x5, quand c'était encore x2. Et voilà, tous les mois, quasiment, ça fait que d'augmenter depuis. Et voilà, ça marche très bien. Et en fait, bah, le premier accompagnement, il m'a aidé. Ensuite, j'ai commencé avec Steven. Du coup, là, c'était un accompagnement encore plus poussé et ça a encore plus marché. Et c'est con, hein, voilà, quand tu te fais accompagner par une personne compétente, ta vie, elle est trop facile. Voilà. Donc, voilà, les gens qui nous regardent, qui font de la musculation et qui n'ont toujours pas de coach alors qu'ils n'arrivent pas à avoir de résultats tout seuls, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, continuez à faire les choses seuls. Voilà. Vous n'aurez toujours pas de physique. Et, on se retrouve dans 3 ans quand vous serez au même endroit, quoi. C'est vrai que le parallèle, et comme tu le disais, c'est les coachs, ils ont les mêmes problèmes en général que leurs clients, ils veulent pas écouter, ils pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls, etc.
Et au final, ça les mène à, dans un an, être au même endroit, détester la situation, mais avoir trop d'ego pour changer. C'est une calamité, ça. Les gens sont pas coachables. Mais quand tu regardes toutes les personnes qui ont réussi dans n'importe quel domaine, les sportifs, les entrepreneurs, les gens lambda dans la musculation, tous les gens qui ont un succès énorme se font accompagner, se font aider par quelqu'un. Même quand tu as des connaissances, tu peux pas être objectif vis-à-vis de ta propre pratique. Et dans tous les cas, la plupart des gens, ils ont même pas les connaissances. Donc, ils ont ni l'objectivité ni les connaissances pour avoir des bons résultats. C'est une perte de temps absolue. Voilà. Moi, maintenant, peu importe dans quel projet je me lance, je me fais accompagner. C'est direct. Voilà. Si tu veux apprendre une langue, tu prends un prof. Tu veux apprendre la guitare, tu prends un prof. Tu veux être bon en musculation, tu prends un coach. Tu veux être bon en business, tu prends un mentor business. Point à la ligne. Tu t'arrêtes là, quoi. Si tu veux pas le faire, bah, tu restes une merde. Je suis désolé. Voilà, clip, TikTok, c'est parti. Pacôme, clip ça. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Toi, du coup, par extension, pour tous les coachs, mais surtout sur la partie réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas vis-à-vis d'Instagram pour toi, dans leur communication, tout ça? C'est quoi les grosses erreurs qu'ils font, les carences qu'ils ont? Ils n'arrivent pas à comprendre comment marche le contenu. C'est-à-dire que moi, quand je tombe sur les vidéos de la plupart des coachs sportifs, on s'emmerde. Au bout de 3 secondes, en fait, il faut que je me force pour regarder la vidéo. C'est un gros problème. Je suis désolé. Ok, tu as les connaissances, c'est bien. Mais en fait, pour captiver les gens, il faut savoir être intéressant. Et si tu n'as pas la capacité d'être intéressant sur une caméra, peut-être le coaching sportif, c'est pas fait pour toi. Voilà. Si tu n'es pas captivant, si c'est pas intéressant quand tu parles, on se fait chier. Voilà, je vois des gars qui font des vidéos réactions, qui font 500 vues depuis des mois et des mois. Au bout d'un moment, si tu n'arrives pas, va coacher à Basic Fit, quoi. En fait, il faut avoir l'intelligence suffisante pour se dire, OK, je suis quelqu'un qui scrolle. Si je tombe sur ma vidéo, est-ce que je scrolle ou est-ce que je reste? Si tu comprends pas que quand on regarde tes vidéos, on se fait chier, voilà, t'as peut-être pas fait pour les réseaux, je suis désolé. On se fait chier devant ta vidéo. T'as beau avoir toutes les connaissances du monde, mais si tu peux pas captiver les gens. En fait, ils voient ça comme une mauvaise chose. Ok, il y a forcément une manière de parler. Voilà, on va dans les extrêmes, etc., pour captiver les gens. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait pour attirer les gens qui ont besoin de l'aide, pour qu'ils nous découvrent. D'accord? S'ils ne nous découvrent pas, ils vont pas se faire aider. D'accord? Donc finalement, tu laisses les gens dans la difficulté en faisant tes vidéos de merde. C'est vrai. Finalement, tu t'es contre eux. Voilà. Donc, voilà, tu peux dire oui, les vidéos réactions, c'est pas bien, etc. T'as aidé combien de personnes? T'as accompagné combien de personnes? Combien de personnes te connaissent? Est-ce que t'as changé des vies? Non, voilà, ferme ta gueule. Tu vois, il y a une phrase que j'aime bien, c'est si on ignore ou on veut pas comprendre ni voir les règles d'un jeu, on continuera de perdre, en fait. Don't hate the player, hate the game. Exactement. That's it. Putain, tu parles anglais aussi? C'est vrai que t'as fait un bac. Bilingue, ouais. Enfin, trilingue, du coup. Trilingue. Ouais. Appris l'anglais avant le français. Je peux dire abonne-toi à César Talk en russe, s'il te plaît. Abonne-toi à César Talk. César Talk. Non, tu dis César Talk normal. Ребята, подписывайтесь на César Talk. On pourra le mettre à la fin de l'épisode. Подписывайтесь на César Talk. Davai. Je sais pas comment on dit s'abonner parce que c'est ce que ça me paraît le plus pertinent. Je suis tellement sorti du russe, tu vois, que en fait, ça devient gênant avec ma famille. C'est qu'en fait, moi, je parle uniquement russe avec ma mère. Mais j'ai tellement perdu les manières de parler, etc., que j'ai le vocabulaire. Mais pour moi, tenir une conversation avec quelqu'un en russe, je sais que je vais faire des fautes de golemont maintenant, parce qu'en fait, vu que je le pratique tellement peu, je commence à l'oublier. Et j'ai l'impression de devenir un retard mental. En fait, il faut que je pratique plus le russe, tu vois. Parce que je commence petit à petit à l'oublier, c'est dommage. Il faut vite qu'on trouve une femme russe. Ouais. Il faut qu'on trouve une femme russe. Ici, il y en a beaucoup, mais voilà, c'est pas... Tu peux les payer maintenant. non, merci. Par extension, pour rester un petit peu sur les réseaux, pour toi, c'est quoi le plus gros souci aujourd'hui dans le feed game? Et là, c'est de manière vraiment générale. Ça peut être les influenceurs, les coachs, tout ça. Qu'est-ce qui, toi, sur Instagram, dans le fitness français, te gêne le plus? Je trouve que c'est le plus de la merde, c'est le plus gay, quoi. En vrai, là, tu sais quoi, il y a rien qui m'énerve comme ça, tu vois. Moi, c'est plus en rapport avec les coachs sportifs, précisément, que j'ai des soucis. Mais en soi, avec le feed game, non, pas grand-chose, tu vois. En soi, non, pas... Avec les coachs sportifs, qu'est-ce qui te... Tout ce que je t'avais dit, quoi, avec leurs croyances limitantes, leur ego et leur sensibilité émotionnelle qui est vraiment tournée à 100%. Maintenant, avec le feed game... Il y a rien qui m'énerve. J'ai pas d'énervement contre le feed game ou quoi que ce soit. En soi, je m'en fous. J'ai pas demandé d'énervement, je crois pas. J'ai dit. Qu'est-ce qui me fait chier? Ouais.
Ah bon, bah si alors. Non, c'est le plus gros souci peut-être dans le film, mais après, tu sais, ça peut être des trends ou je sais pas, des discours. Il faut un truc croustillant, là. Discours? Ah non, pas vraiment. Après, je le trouve un peu tiède, quoi. Il y a rien de. Je trouve que dans les games français, c'est très fade en ce moment. Il y a rien d'intéressant en fait qui se passe. C'est pour ça que là, j'ai même du mal à trouver quelque chose qui me fait chier, qui m'énerve un peu. En fait, je ressens rien quoi par rapport à la plupart des. Je trouve qu'ils sont fades en fait et la plupart des influenceurs entre guillemets. Ils sont vachement lisses, ouais. J'ai du mal avec eux quoi. Enfin, ils ont rien d'intéressant quoi. Voilà, regardez, j'ai un physique quoi. Voilà, super, bravo. Ils disent pas PD tous les jours, quoi. Genre, tu Ouais, sens. voilà. Tellement lisse. En fait, c'est à cause des fameux sponsors, effectivement, où ils gagnent 800 balles. Ah, donc, je sais pas s'il y a que ça. Ouais. C'est Bah, facile de mettre sur les sponsors, mais je pense que c'est pour l'image générale. Ils ont pas envie de se mouiller, alors qu'en réalité. Bah, tu vois, il y a 10 ans, je sais plus, il y a 6-7 ans, il y avait les vidéos YouTube de From Human to God, il y avait Jean-Ange le Musclé, il y avait effectivement les vidéos du Raptor aussi. Ça, c'était intéressant à l'époque où sur YouTube, il y avait vraiment du coup des vidéos intéressantes et le clash entre Jean-Ange, Body Time, etc. À l'époque, Marvel Fitness, où c'était intéressant. Maintenant, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. Genre, il n'y a rien du tout. Enfin, c'est toi qui relève YouTube, là, en ce moment. Le feed game français sur YouTube, c'est toi le dirigeant, c'est toi le dictateur C'est moi maintenant. le dictateur, Mais il n'y a rien d'autre. Tu vas regarder quoi? S'il te plaît. En fait, il y en a qui font voilà, des vlogs, je vais à la salle de sport et puis je monte mon physique à la fin. Voilà. Merci, on se bat les couilles. Ou alors ça en fait rêver certains, mais bon, voilà, Bah, c'est un peu la branlette mentale, quoi. Mais je veux dire, il n'y a rien de. Toi, tu relèves des tendances intéressantes sur YouTube dans le feed game francophone Je regarde dernièrement? pas, sur YouTube, gros, je regarde. Je sais même pas si je regarde YouTube. Hein. Ouais, non. Et encore moins les trucs de muscu. Franchement, je regardais quand j'ai commencé, mais. Et encore, je regardais les Américains. Tu vois, je regardais Rich Piana, Callum Von Moger. Ah ouais. Il y en a un, il a mal tourné, l'autre, il est mort. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, tu vois. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton boulot, au jour le jour? Maintenant que t'es établi, que t'as ton entreprise, tout ça. Voir les transformations des gars, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment. Ça, j'aime beaucoup. Je regarde beaucoup sur la plateforme de coaching qu'on utilise, souvent les photos, etc. Ça, je suis beaucoup. Ça me passionne. Maintenant, bon, le contenu, c'est toujours marrant à faire. C'est toujours marrant à faire, surtout quand je vois tous les gaulements en commentaire. Je me dis, voilà, les gens, ils sont vraiment stupides. Voilà, je dirais plus les transformations des gars dans l'accompagnement et ensuite tourner le contenu, poster, voir les réactions des gens, ça me fait rire. Même si je regarde les commentaires, je regarde les interactions avec mes vidéos, mais après, je regarde pas tant de vidéos que ça vraiment sur la muscu, à part quand je recherche le contenu à tourner, quoi. Et dans ta pratique de la musculation, c'est quoi les erreurs que toi t'as fait, que t'as pu faire dans ton parcours? Alors, si on commence sur l'entraînement, moi, au début, j'ai entendu surcharge progressive. C'est-à-dire là, il faut que je pose de plus en plus lourd. Alors, j'étais devenu obsédé par le carnet d'entraînement. J'avais une note dans mon iPhone où toutes mes charges, répétitions sur chaque série. En fait, j'étais tellement obsédé par le fait d'augmenter les charges que ma technique, elle était devenue éclatée. Mais alors, tellement éclatée, c'est pas possible. Et en fait, j'étais vraiment en train de pousser le truc. Je me disais, là, si je deviens un peu plus fort, je deviens un peu plus musclé, etc., sans aucun regard sur la technique. Et voilà, au final, ce qui se passe, c'est que la stimulation sur le muscle, au lieu d'augmenter, même si la charge augmente, elle diminue parce que la technique, elle est moins bonne. Et voilà, au final, tu prends un mur, tu progresses pas. Et la plupart des gars, en fait, ils font cette erreur aussi. La majorité des gars qui regardent ces vidéos, vous avez une technique d'exécution qui est éclatée. Mais genre vraiment éclatée comme pas possible. Je le vois dans l'accompagnement. Et c'est bienveillant, je dis ça pour votre bien. Vous pensez avoir une bonne technique. Toi qui regardes tes vidéos, potentiellement, tu penses avoir une bonne technique. Mais je t'assure que si je regarde tes vidéos d'exécution, je te fais une correction sur chaque exo. C'est 100%. Voilà. Il y a des exceptions. En fait, dans tous les gars qu'on a accompagnés, je m'en souviens que d'une personne qui avait les techniques qui étaient vraiment bien dès le début. Et encore, on a optimisé les choses sur quasiment chaque exercice. Donc voilà, c'est pour te dire à quel point c'est extrêmement important. Parce que si tu n'as pas une bonne technique, la stimulation, elle ne va pas au bon endroit. En fait, quand tu fais de la musculation, aux antipodes du powerlifting, tu cherches à être un sniper. C'est-à-dire tu veux être précis.
sur un muscle, d'accord? Tu veux le cibler et mettre l'attention là-dessus. Avoir une bonne technique, avoir une bonne intensité. Si tu n'as pas une bonne technique, tu vas progresser au début, tu vas te prendre un mur. En musculation, tout marche jusqu'à que ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, il faut améliorer. Si tu n'améliores pas, tu continues à stagner. Donc voilà, j'ai fait cette erreur-là de dégrader ma technique pour augmenter mes charges. Ça, c'était une des erreurs que j'ai fait sur l'entraînement. Maintenant, j'ai fait beaucoup de tests. C'est-à-dire, tu vois, moi, je parle du volume, de la fréquence, etc. Moi, j'ai tout testé, en fait. C'est pour ça que moi, j'en parle de l'expérience. J'ai testé sur moi, sur les gars que j'ai accompagnés. Quand je parle de volume par séance, ça se base sur des études, mais aussi sur mon expérience personnelle. Et je vois que les deux, ça colle extrêmement bien. C'est-à-dire que moi, quand j'essayais de faire beaucoup de séries en une séance, je voyais très bien que ma progression ralentissait. Au bout d'un certain seuil, moi, tu vois, je parle souvent des 6 séries. C'est à peu près ça. Moi, ça reste une moyenne, évidemment. C'est pas 6 séries pile. Je dis ça parce que c'est un beau repère pour quasiment la totalité de personnes. C'est-à-dire, voilà, 90% des gens, ça sera dans cette fourchette-là. Maintenant, ça reste des statistiques, évidemment, qu'il y a des outliers, tu vois, qui sont un peu à gauche ou à droite. Mais pour la majorité des gens, ça sera ça. D'accord? Évidemment, les personnes qui s'entraînent moins dur pour encaisser plus de volume, les personnes qui s'entraînent plus dur, moins. Mais pour la majorité des gens, c'est 6 séries. Ce que j'allais te dire, parce que 6 séries, je suis d'accord avec toi, mais il faut pouvoir les faire avec un bon rendement. Ouais. Et beaucoup de gens, ce sera plutôt 7-8, je pense, pour vraiment qu'il y ait l'effort. Ouais, bah, en fait, l'intensité, c'est le conseil de base. Maintenant, quand tu sais à peu près t'entraîner dur, ça va tourner autour de cette fourchette. Ouais. Et tu vois, même si tu es débutant et tu ne sais pas t'entraîner dur à 100%, d'un côté, tes séries sont moins intenses, mais d'un autre côté, tu as besoin de moins de volume pour progresser. Donc, au final, ça s'équilibre et ça se retrouve au même endroit. Donc, voilà, j'ai essayé de faire beaucoup plus. Alors là, je voyais plus je rajoutais, moins ça marchait. Je sentais une diminution de performance. Même le physique, il est fatigué, aplati. J'avais fait des tests même avec des potes, on s'entraînait comme ça. Je voyais que ça ne marchait pas. Effectivement, ce qu'on voyait vraiment autour de nous, et même par les études que je voyais, c'est que effectivement, tu vas vers les... je dirais, ouais, 10-12 séries par muscle par semaine. Pour la majorité, ça les fera très bien progresser. Pour certains, ils pourront récupérer de plus, mais quand tu t'es entraîné dur, notamment sur les groupes musculaires qui sont très fatigants, c'est des exos comme le RDL, le hack squat, etc. Sur les jambes, quand tu commences à en faire plus, du mal à récupérer. Parce que disons que voilà, tu fais 8 séries de quad sur 2 fois par semaine, 8 ou 9 ou 10. C'est colossal. Là, on se rapproche des fameuses 16 à 20 séries par semaine qui sont recommandées par la science. Quand tu sais t'entraîner dur, je t'invite à faire ça sur les jambes. Tu me diras comment ça se passe. Voilà. Tu sais, les meilleures paires de cuisses que j'ai vues grossir chez mes clients, surtout quand je coachais pour le bodybuilding, tu vois, David. et chez moi aussi, David, Laurent, plein d'autres gars, et moi aussi, c'est vraiment avec le moins de volume. Quand tu dis je veux faire squat, fente, on rentre dormir et manger à la maison, on refait la même chose dans 5-6 jours, et juste tu bourrines et basta. Donc en fait, il y a aussi, alors faut pas non plus se dire je fais 2 exos toutes les semaines, et voilà. Mais en fait, tu peux tirer beaucoup de très peu. Et je pense que tu as déjà vu, des fois, quand tu relâches la pression sur la nutrition comme sur l'entraînement, des fois, tu te surprends à te dire, putain, mon physique, il est mieux, il y a peut-être moins de fatigue, j'en fais moins, mais je suis beaucoup plus full ou quoi, moins aplati. Donc c'est intéressant aussi d'essayer de partir d'une base où on se dit, je fais le minimum, je vois ce que ça donne, et ensuite, j'ajouterai des trucs, plutôt que de partir dans un putain de programme où il y a déjà tout, une tonne de séries. 100%. Après, en fait, ça donne un repère, tu vois, ce que je suis en train de te dire, le nombre de séries. Mais c'est pas catégorique dans le sens où, en fait, c'est un point de départ pour commencer. Tu regardes comment ça se passe, tu ajustes en conséquence. Ça me paraît logique, tu vois. Si tu vois que tu récupères extrêmement vite le lendemain d'une séance, tu te sens frais, tu peux potentiellement augmenter un peu. Et encore s'il y a besoin. Voilà, c'est pas toujours besoin. Si tu progresses très bien, bah, tant mieux. Tu peux tester de faire plus, pas nécessaire, mais tu peux tester, ça peut être intéressant. Maintenant, si tu vois que tu récupères pas, bah, tu diminues, tout simplement. Voilà. Ouais, puis t'as pas besoin d'aller chercher tout le temps toujours plus. Si tu fais un peu, ça te fatigue peu et que t'as un résultat, même pas besoin de faire plus en fait, tu stabilises, pas besoin de se dire ouais je récupère vite, je vais en faire plus. Non, tu progresses. Ouais. Et puis dans tous les cas, les rendements en musculation avec les séries que tu rajoutes, ils sont tellement inférieurs aux premières séries que est-ce que tu verras une différence significative? Pas tellement, non. Ouais. Non, c'est juste pour te satisfaire à la salle, quoi. Ouais, voilà. Donc ça sur l'entraînement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre d'ailleurs sur l'entraînement, si on est sur l'entraînement? Au début, je m'en souviens, quand j'avais 16 ou 17 ans, là, quand je venais de commencer, je faisais... En fait, moi, je regardais les vidéos de David Lade et je voyais qu'il s'entraînait un push-pull legs. Je disais, bah, je vais faire un push-pull legs, tu vois.
Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, bah, au bout de 3 jours, du coup, vu que j'ai fait push, je peux direct faire push. Et en fait, je faisais push pull legs à l'infini, sans aucun jour de repos pendant 1 an. Bah, j'avais explosé pour le coup, parce que en fait, je faisais un dirty bulk et tout. Et c'était genre la première année de muscu. Ouais, mais tout marche, première année de muscu. Voilà. Mais après, je me suis pris un mur en progression, mais les charges, elles progressaient bien et tout. Et je faisais, du coup, 20 séries par muscle par semaine. Hein, voilà, Putain. Et sans aucun jour de repos. Ouais, mais est-ce que tu faisais aussi lourd et intense qu'aujourd'hui, tu vois? Est-ce que c'était pas. J'avais pas de force. Ouais. Ça avait moins d'impact. Donc c'est pas Mais ça quand je commençais à relativise. devenir fort, là j'arrivais plus à progresser. Enfin, fort. Relativement fort. Quand je commençais à avoir genre 80 kilos développé couché, même si c'est pas un exercice que je conseille à l'époque, moi je le faisais, j'arrivais plus à progresser. Et en fait, j'ai progressé beaucoup plus quand j'ai fait mes 2 fois moins et je prenais des jours de repos, quoi. De toute façon, la récup, c'est le miroir de la performance. Hein. Si t'es tout le temps en train de performer, tu récupères pas, tu performes pas. La performance, c'est la définition de la récupération parce que, en fait, la définition d'avoir récupéré après une séance, c'est retourner à ta performance de baseline, en fait. C'est-à-dire, dès que tu peux refaire la même perf, c'est que tu as récupéré, par définition, dans la musculation. Quand tu peux faire plus, là, il y a une surcompensation, etc. Donc voilà, si tu arrives à progresser, c'est que sur la durée, s'il n'y a pas de surcompensation, s'il n'y a pas de progression en force, la récupération, elle n'est pas là, quoi. Dans le cas où tu en fais beaucoup. Ça peut venir d'autre part si tu ne progresses pas, mais si tu fais beaucoup de volume. Souvent, c'est ça. Oui, souvent, c'est ça. Tu m'avais parlé aussi que tu avais eu des TCA. Comment et pourquoi ça a apparu? Ah bah voilà, j'allais en venir sur la nutrition. Je voulais te donner des heures sur l'entraînement. Bon, TCA, c'est un grand terme, je ne me suis pas fait diagnostic. Mais c'était sévère. Fait diagnostiquer. Mais voilà, je préfère... Enfin, c'est assez touchy d'employer ce terme parce que ça reste une condition médicale. Je n'ai pas eu de diagnostic, donc c'est un peu... Voilà. Mais c'était quand même assez sévère. À un moment, c'était il y a un petit moment. Et en fait, c'était les erreurs que j'avais fait par la nutrition. C'est-à-dire, moi j'étais tellement dans les extrêmes avec la musculation quand je venais de commencer, que ce soit du coup avec l'entraînement, comme je t'avais dit, où je faisais énormément sans me reposer, etc. Par la nutrition, c'était pareil. Les prises de masse, là, il faut que j'envoie de la cale, il faut que ce soit hardcore. En fait, je voulais ressentir le plus de difficultés possible. Pour l'ego aussi, ou je sais pas, plus je ressens de la difficulté, plus je vais progresser. Pas du tout. Du coup, pendant les prises de masse, j'aimais beaucoup trop juste pour faire le meilleur. Eat big to get big, voilà. C'était ça que j'avais dans la tête. Les vidéos de Rich Piana et tout, il disait ouais, tu dois manger 12 repas par jour. Ouais. Je disais putain, mais Rich Piana il dit 12 repas par jour. It's basically a 8-hour arm workout. Voilà. Lui, tu vois, c'est typiquement le mec de faire plus pour avoir plus. Voilà, je regardais ça, je me dis putain, même tu vois, je regardais les vidéos de David Lade. Lui, le mec, il a du mal à manger. Du coup, en fait, il devait tellement se forcer à faire des dingueries avec les calories pour avoir assez de calories dans la journée que moi, je voyais, putain, lui, il doit vraiment se forcer à manger. En plus, il a un super physique. Je vais faire comme lui. Mais moi, j'avais pas de mal à manger. Du coup, je mangeais tellement de calories que la balance, elle explosait. Bon, au début, quand tu commences, tu prends beaucoup de muscles, tu as une marge de progression énorme, tu deviens pas si gras. Au bout d'un moment, le poids que tu accumules, c'est quasiment la totalité, c'est du gras. Voilà. Quand tu arrives au bout, voilà, tu deviens énorme, dégueulasse. Forcément, là, c'est ce que tu tapes derrière. Bon courage. Au fait, en 3 temps. Voilà. Déjà, premièrement, tu te prends un gros coup dans l'ego parce que finalement, c'était pas du muscle. Mais en plus de ça, c'est tellement compliqué de tout descendre et tu dois tellement faire de déficit calorique qu'au final, le peu de muscle que tu aurais accumulé en plus par le gros surplus calorique, tu le perds. Voilà. Donc au final, tu prends 10 kilos, tu perds 10 kilos, tu te retrouves au même physique. Tu dis, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? Et du coup, la sèche que je me tapais sévère par la suite, par le prisme dont je voyais la nutrition, je voulais ressentir de la difficulté. Du coup, je faisais des 1600 calories, etc. Je mangeais concombre, poulet toute la journée. 1600 calories. Ah ouais. Les premières fois que j'avais fait ça va. Et tu sais, j'ai eu Louise là dans le podcast lundi. Salut Louise. Salut Louise. C'est la seule nana invitée sur le podcast. Ouais, elle est bien. Très cloisonnée, mais elle est bien. Ouais. Et elle me disait sur la fin de prépa pour WNBF, parce qu'elle faisait ça en bikini, elle était à 2200 calories. Elle est grande après. Elle est grande. Ouais. Et aussi step à balle et tout. Je disais, t'es grande, mais elle dit, mais oui, mais aussi il y a beaucoup de step et tout. Donc faut quand même se rendre compte qu'il y a une nana en fin de prépa bikini, même si elle te met une tête à toi, à moi, elle mangeait plus. Hein. C'est un truc de ouf. Donc vraiment 1600 calories pour faire relativiser certains. Ouais, c'est très peu. Pour un an, c'est... J'ai jamais... dans un déficit calorique, je crois...
J'ai pas le souvenir d'avoir un gars dans l'accompagnement qui mangeait aussi peu. Non, mais souvent, tu sais, ils mangent peu. Alors, soit ils mangent peu parce qu'ils n'ont pas quantifié et il y a peu en volume, et ils pensent qu'il y a peu en calories, mais c'est pas lié. Soit ils mangent peu, mais ils compensent tellement sur un autre jour en Ouais, se ça, c'est lâchant le classique, quoi. qu'au final, en fait, t'es à 2500 en moyenne tous les jours, tellement t'as Mhm. pété un câble le week-end, même si tu te mets à 2000 cales ou 1500 cales. Donc, oui, souvent, personne mange réellement si peu. Oh non, non, non. En fait, moi, je te parlais surtout du plan qu'on donnait aux gars dans l'accompagnement. Je n'ai pas le souvenir d'avoir 1600 calories, là, ça me revient pas du Oui, tout. bien sûr. 2000, ouais. Quand 2000, les ouais. mecs sont en autonomie, tu vois. 2000, ouais, pour les gars qui sont peu actifs et qui sont petits ou qui pèsent pas beaucoup. Ah, enfin, ça, 2000, ça peut arriver. C'est pas choquant, hein. 2000, c'est pas C'est choquant, ça peut arriver. temporaire Et puis et- 2000, ça reste. Si tu gères bien, ça peut être une quantité de nourriture qui est assez satisfaisante. Surtout si t'es petit et t'es pas lourd. T'as un estomac qui est petit également, donc c'est pas un souci. Où est-ce que j'en étais? Mais ouais, 1600, non, jamais. Mais du coup, tu vois, les premières sèches que j'avais fait, en fait, c'était un cycle que je répétais, tu vois. Prise de masse énorme, grosse sèche, voilà. Les premières sèches à 1600, ça allait. Mais au bout d'un moment, en fait, tu accumules tellement d'extrêmes dans la nutrition et de frustration que tu développes une relation à la nourriture qui est totalement malsaine. C'est-à-dire que, en fait, à la fin de ta sèche à 1600 calories, la relation que tu as avec la nourriture, c'est comme la relation qu'un drogué avec la drogue. Ouais, tu veux l'éviter, mais c'est un peu plus fort que toi. Et tu penses tout le temps à vois. ça, et en Ouais. fait, ça t'obsède, et puis en fait, quand tu manges un peu, bah, tu finis par manger tellement que voilà, et en fait, ça finit par des crises de plus de 10 000 calories à répétition, où t'arrives pas, où tu n'as plus confiance en toi parce que tu n'arrives pas à contrôler ce que tu mets dans ta bouche. That's what she said. Hein, voilà. Mais voilà, c'était compliqué, hein, psychologiquement même, en fait, que ce soit l'impact sur le physique où tu dois te dégrader d'un jour à l'autre, mais surtout, en fait, l'impact psychologique que ça a sur toi de te dire j'arrive pas à contrôler ce que je mange. Ah, parce que tu te déçois et en fait, enfin, le truc se mord la queue, quoi. Ah ouais, mais c'est de la culpabilité tellement extrême, Oui. voilà, où c'était chaud, ouais. Ok. Et ça a duré combien de temps, ça? Parce que c'est un peu par cycle en même temps, mais ça serait sur C'était quelle un peu tranche? par-ci, comme je dirais, sur un an et demi, ouais. Ouais, quand même. En fait, il y a 6-7 mois, ça me arrivé, enfin pas dans les extrêmes, où je craquais plus sur des trucs, ça pourrait m'arriver il y a encore 6-7 mois. C'était vraiment très peu, mais rien comme avant, mais je dirais que ça fait peut-être un an et demi que j'ai pas eu de gros problèmes avec ça, non, ouais. Je vais te closer. Et comment tu te sens vis-à-vis de ça? Aujourd'hui, c'est très bien. Bah, aujourd'hui, j'ai une excellente relation avec la nourriture, ouais. Mais c'est bien d'en retrouver une après, parce que, et tu vois, même avec le bodybuilding, il y a beaucoup de gars, et moi, ça a été le cas aussi, t'as une relation chelou à la nourriture, parce que t'as toujours tout pesé, on t'a toujours dit quoi manger, et d'un coup, t'es relâché dans la nature, C'est bizarre, ouais. tu Je sais vois. pas quoi faire. Donc tu dis, putain, bon, bah, je fais un peu ce que j'ai toujours fait, mais en même temps, faut pouvoir s'en départir. Donc c'est vrai que ça aussi, tu vois, je le vois. Souvent, la gestion de la nutrition, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est cool aussi de transmettre à nos gars, tu vois, à la fois un plan qui les cadre, mais aussi des notions pour qu'ils puissent un petit peu s'en départir, tu vois, quand ils sortent au resto, quand il y a un imprévu, pour pas que ça soit à la fin du monde quand tu vas taper une pizza ou un truc, tu vois. Ouais, Parce que ça. souvent, il y a beaucoup d'émotions reliées à la bouffe, beaucoup de sacralisation d'aliments et Ah, mais, bah, détestation d'autres, alors que c'est pas ça le nerf de la guerre, quoi. À 100% totalement d'accord avec toi là-dessus. Et puis, tu vois, dans la musculation, il n'y a pas grand monde qui en parle, mais ça, ce que je décris, c'est courant, hein. Ça arrive à Ah oui, beaucoup mais de c'est de personnes. ouf, hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent sur les réseaux, mais il y a beaucoup de gars à qui ça arrive. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, et du coup, ils se disent, ouais, je suis trop bizarre en plus, du coup, c'est faire la honte, tu vois. Ah, mais non, ça arrive à plein de gars, je te rassure, c'est pas rare, c'est même très courant, même surtout même dans le milieu du bodybuilding. Ils en parlent pas, mais voilà, après les compétitions, tu sais très bien, ça peut arriver. Même en plein milieu, au final. Enfin, il y en a beaucoup qui pètent les diètes et tout. Donc bon. Ça m'étonne Mais pas. Ouais. c'est humain, hein. En fait, c'est la chimie qu'il y a dans ton cerveau qui te fait faire ça. C'est l'instinct de survie un petit peu. C'est quand on dit on m'affame de ressources pendant tant de temps, tu vois, le cerveau. Bah, il y a 2000 ans, si tu faisais... Enfin, 2000 ans. 5000 ans, si tu faisais ça. Si tu étais affamé, dès que tu as accès à la nourriture, qu'est-ce que tu fais? Bah, t'en bouffes le plus possible pour faire des stocks. Parce que Mais tu dis, il y a peut-être une autre période de famine qui peut arriver, tu te protèges. Bah, donc c'est vrai, c'est un mécanisme qui est dans le cerveau. Et puis en plus, c'est lié à la récompense, etc. Donc voilà, il y a tellement une explosion de dopamine dans le cerveau que tu te dis, bah, j'en veux plus. Donc voilà, c'est difficile de s'arrêter.
Mais tu vois, c'est pour ça que les mecs de la diète ancestrale sont vraiment des attardés mentaux complets parce qu'ils disent ouais, quand tu manges, t'as juste à manger à satiété et pas compter tes calories. Alors qu'en fait, à l'échelle de l'humanité, l'homme, c'est ultra récent qui peut manger à l'infini et commander à Il y a de bouffer la et tout. nourriture en abondance maintenant, c'est pas du tout pareil qu'avant. C'est récent de ouf. Donc, en fait, compter ses calories, c'est très logique. D'accord? Au moins quantifier ce que tu mets dans ta bouche pour avoir une idée. C'est pas malsain, c'est très sain. Parce que tu vois d'une manière objective qu'est-ce que tu manges. D'accord? Aujourd'hui, voilà, ça prend 10 secondes de mettre ça dans une application. C'est très simple. Hein, faut pas. Moi, j'ai pas le temps. Ouais. C'est trop compliqué de peser ça. Trop compliqué. Non, moi, ça mettre la... Après, le truc de ça mettre la pression, par contre, je peux comprendre, mais c'est qu'une question de perception. C'est si tu te dis que c'est une friction, si tu te dis que c'est une pression, ça c'est comme se peser, c'est que de la perception en réalité. Ah, faut être mais t'as détaché pas de le ça. temps, s'il te plaît, quoi. Faut être détaché de ça. Ouais. Pas le temps. C'est Euh, quelle excuse de con, ça. Pas le temps. Pour toi, qu'est-ce qui cause, un peu pour finir un petit peu cette partie-là sur les erreurs en muscu, tout ça, qu'est-ce qui cause la stagnation de la majorité des gens? Et en dehors de leur volonté à pas se faire Tu aider, veux dire parce que ça, c'est les causes les plus fréquentes? les causes factuelles dans leur diète ou entraînement. Ouais. Oui, les causes les plus fréquentes, ouais. Entraînement, mauvaise technique d'exécution, peu de proximité à l'échec, mauvaise logique de programmation aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas un bon équilibre entre récupération, stimulus, etc. Et quand c'est mélangé à un manque de technique d'exécution, quand il y a un manque d'intensité, manque d'effort sur certains exercices. Beaucoup de gars pensent s'entraîner dur parce qu'ils ont la perception de s'entraîner dur. Quand tu regardes les vidéos d'exécution, c'est pas la réalité. Surtout sur les jambes. Donc, sur l'entraînement, je dirais ça. Mauvais programme, mauvaise technique d'exécution, mauvaise proximité de l'échec. Sur la nutrition, pas de tracking ou tracking hasardeux, c'est-à-dire qu'ils se mettent un total calorique, des totaux de macronutriments au hasard. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils mangent tant, ils ne savent pas sur quelles données ils se basent pour ajuster, ils ne se pèsent pas tous les jours, ils ne prennent pas de photos de leur physique, donc au final, ils n'ont pas de data pour savoir quoi ajuster au quel moment, ils ajustent un peu au feeling, d'accord? Ou même s'ils traquent, ils n'ont pas un regard objectif sur la data, du coup les ajustements qu'ils font sont mauvais, ils tourneront. Voilà. Donc manque de données sur tout ce qu'il y a autour de la musculation, sur le mode de vie, très peu de tracking, ou s'il y a tracking, mauvaise analyse, mauvais ajustement du plan. Ouais, c'est vrai que même des fois, quand il y a la data, je vois aussi beaucoup dans mon accompagnement, les mecs, des fois, ils ont 36 data sur leur pas, leur diète, etc., mais ils savent pas quoi en faire, en fait. Ça sert à ça un coach. C'est pour ça qu'il faut prendre un coach, en fait. Tu parles aussi souvent de manière générale aux hommes, alors beaucoup vis-à-vis forcément de leur physique, de ce qu'ils font pas bien en musculation, etc. Mais qu'est-ce qui, toi, de manière plus générale, dans la vie des hommes, tu penses qui les rend le plus misérables aujourd'hui, en 2026 ? La chasse à la dopamine faciale, voilà. Tout ce qui est plaisir simple. La récompense rapide. Souvent, quand tu as une vie de merde, c'est plus simple d'aller chercher de la dopamine facile pour oublier un peu le quotidien. Voilà, se brûler la gueule le week-end, se branler, boire de l'alcool, prendre de la drogue, courir après les femmes. C'est ton lifestyle, ça, parce que prendre de la drogue... Voilà, ça en fait, c'est le misère d'un homme. Courir après le plaisir, courir après le fait la gratification de se sentir bien. Instantanée. Pas le fait d'être heureux, mais le fait de ressentir du plaisir. Courir après ça. Parce que quand tu cours après ça, finalement, même le plaisir que tu trouves facile, avec l'abondance de ce plaisir, tu le trouves même pas, il te satisfait même pas. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Manque de, comment dire en français, purpose, en anglais. De but. De but profond, un objectif vers lequel avancer. Tu commences à me lâcher des mots en anglais, là. Tu vas parler de mindset. C'est bon. Merci pour Entrepreneur à Dubaï, c'est bon. Merci pour la value. On scroll. Value asset. Après, on scroll après. Après, on scroll, je dis tout le temps aussi, donc vas-y, c'est bon, je peux pas clasher là-dessus. Et par extension, pour cette question-là, parce que c'est cool, t'as trouvé une réponse absolument tout de suite. Ce qui est cool, ça m'intéresse, comme on sort de la musculation. Qu'est-ce qui, toi, tu penses que les hommes devraient absolument faire pour avoir une vie meilleure, une vie plus digne, etc. Qu'est-ce que chaque homme devrait avoir en place dans sa vie ? Des difficultés à surmonter et un objectif vers lequel avancer. Tous les jours. Simple et clair et efficace. Est-ce que tu as des livres et des podcasts à nous recommander ? Des podcasts Et je demandais la dernière fois, le podcast que j'ai fait hier, je disais également, sinon peut-être un film. Ça peut élargir aussi le champ des possibles. Mais une ressource pour les gens qui nous écoutent, qui pourraient aller consulter. Dans le sens de là, ce qu'on vient de dire ? Juste toi.
Parce que toi, peut-être un truc peut-être qui t'a aidé ou peut-être un truc que t'aimes bien. Un truc qui m'a aidé. C'est une bonne question, là. Putain, c'est tellement rare que j'ai rien qui Que vient en des bonnes tête. questions, gros. Toi, justement, tu penserais à quoi si on te posait cette question? On l'a jamais posé. Là, je te retourne la question. Si tu devais donner une ressource aux gens... Sur un podcast. Moi, je trouve les podcasts, souvent, c'est un peu de la branlette. Je trouve que c'est bien pour se divertir, du style écouter comme ça des conversations. Moi, j'aime bien ça, tu vois, genre podcast biomécanique ou machin. Je trouve que c'est intéressant. Mais les podcasts de conseils sur la muscu ou le dev perso, souvent, en fait, si c'est gratuit, c'est toi le produit, donc c'est pas intéressant, tu vois. Ensuite, côté livre... Moi, il y en a un que j'aime beaucoup et j'en parlais dans le podcast avec Delavier, parce que c'est lui qui me l'a fait découvrir, c'est Oro. Ça veut dire l'or en je ne sais plus quelle langue, peut-être en espagnol ou quoi. Et en fait, c'est la vie de Sizia Zike, qui est un peu romancée. C'est un aventurier qui a une vie de malade mental. Et en fait, c'est lui qui va en Amérique du Sud pour aller trouver de l'or. Et bref, il y a plein d'histoires, c'est un truc de fou. Bref. Et donc, en fait, je trouve cette histoire-là est très galvanisante. Parce qu'en fait, t'as l'exemple d'un mec qui utilise pleinement son libre arbitre. C'est j'ai décidé que je vais aller faire ça dans tel pays, et quand ça marche plus, je vais aller faire tel autre truc dans tel pays, et je vais toujours arriver à mes fins. Et je trouve que c'était hautement inspirant. Donc ça peut être ça. Voilà, et comme film... je sais pas, parce que il y a beaucoup de films que j'aime bien, mais... Bah, tu vois, justement, je suis en train de penser au film et au podcast, à tout ce que tu viens de dire. Et je suis en train de me dire un truc, c'est que là, dernièrement, je sais pas si toi tu regardes des films, moi je regarde plus de films. Hein. Je regarde des séries en ce moment, c'est plus Tu pratique. regardes quoi d'ailleurs? Dexter. Dexter, je voulais regarder ça d'ailleurs. Ouais. Ouais. Alors, ouais, sur les séries, je trouvais trop séries et films. Là, ce qui me vient en tête, des trucs intéressants, t'as vu Ozark? J'ai vu passer ce que c'était, mais je l'ai pas regardé. Si t'as jamais regardé, je te conseille. Tu vas ouais. vraiment beaucoup aimer. C'est sur l'argent, la drogue, etc. Mais c'est très psychologique aussi comme film. On retombe toujours sur ces thèmes-là avec Sacha, c'est terrible. Hein. Mais tu vois, justement, je viens de penser à un film par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à avoir tout ce que tu veux facilement et être un peu le tout-puissant, ça va pas te rendre heureux. Ça me fait penser à un film, ça me fait penser en français, je crois que ça s'appelle Bruce le Tout-Puissant, avec Jim Carrey. Le mec devient Dieu. Et au final, il fait tout ce qu'il veut, etc. Mais au final, il se rend compte que c'est pas ça la vie. Et c'est très marrant comme film. Donc je vous conseille de regarder Bruce le Tout-Puissant, justement. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à avoir tout ce que tu veux quand tu veux et par rapport à comment ça va pas te rendre heureux. Justement, ce film, je pense que c'est une bonne démonstration de ça. Putain, j'aurais pas pensé qu'il y aurait Jim Carrey comme ref. Ouais. Les gars, regardez The Mask, ça me fait penser à... Ouais, The Mask, c'est pas un film qui est par rapport à ça, mais là en rapport avec ce qu'on vient de dire, ce film-là, je pense que c'est un bon film à voir et il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu. Souvent, quand j'en parle, les personnes ne le connaissent pas. Et en fait, il est drôle à la fois et très psychologique, qui te fait un peu réfléchir aussi. Donc, regardez Bruce le Tout-Puissant, c'est pour les hommes qui courent après la vie facile et le plaisir, ça va vous retourner un peu le cerveau. Voilà. C'était déjà arrivé d'avoir dans ta vie des trucs que tu voulais depuis longtemps et tu les as. Et tu dis, ah ouais, non, en fait, on se fait chier, c'est pas ça. Être super musclé, énorme. Oui, ouais, non, tu vois. Tu vois, en fait, depuis quand j'ai commencé la musculation, tu vois, moi, j'ai commencé à 55 kilos. Même si là, du coup, je suis presque au même point avec toutes les opérations que j'ai eues, j'ai pas bouffé depuis 2 semaines. Mon rêve, c'était vraiment, je sais pas pourquoi j'étais obsédé par le fait d'être vraiment énorme, quoi. 100 kilos, je voulais faire 100 kilos, tu vois. Au final, quand je suis arrivé à presque ça, tu vois, 97, je me suis dit, je n'aime pas trop, en fait. Je n'aime pas trop, même comment ça rend habillé, etc. Sur moi, je trouve que ça m'allait pas. Je me suis dit, je me sens pas bien, etc. Dans ce corps, je me sens pas mobile, je me sens pas... je sais pas, ça me correspondait pas, tu vois. Et je me suis dit, en fait, non, c'est pas... Puis en plus, si t'es monté rapidement, ça exacerbe le truc parce qu'il n'y a pas de seuil d'adaptation... à 85, 90, 95, c'est vraiment... En fait, il y avait comme des prises de masse, des sèches, etc. Mais en fait, en moyenne, sur les années, c'est monté quand même relativement progressivement. Mais en fait, quand je l'ai eu, tu vois, je me suis dit non, en fait, c'est pas ça. C'est pour ça que, en fait, moi, je dis aussi aux gars que tu penses que tu veux être énorme, mais tu veux pas être énorme, tu veux avoir un beau physique et être esthétique. Il y a des gars qui veulent être énormes, si tu es passionné par le bodybuilding, etc., ok, tu veux faire la compète, why not? Mais même les bodybuilders qui sont énormes, se disent, je me sens pas bien dans ce corps-là, je me sens inconfortable.
T'es en mauvaise santé, hein, parce que Bah muscle voilà. ou pas muscle, t'es en surcharge. Hein. Ouais, bah c'est ça, le poids et puis la chimie qu'il y a derrière que ça demande pour être à plus de 100 kills sec, voilà. Mais voilà, quand t'es aussi big, je veux dire, c'est pas pratique dans le quotidien. Quand t'es habillé, c'est pas esthétique. Voilà, quand tu l'as, au final, tu l'apprécies pas tellement. Et la plupart des gars, je me dis 99% des gars seraient heureux avec un physique où ils ont allez, 70-80% de leur potentiel génétique en termes de masse musculaire naturelle à 10% de masse grasse. Tu serais heureux. Je te garantis que si tu penses vouloir être énorme, si je te donne ce physique, tu serais heureux. Donc voilà. Mais Et je te dis, faut un physique juste athlétique, un physique qui te rend beau gosse. voilà. Juste Tu être as commencé la assez, musculation pour être mieux dans ta peau, pour être plus beau, sûrement, pour te sentir mieux. Pourquoi tu veux pousser le truc dans l'extrême? Ça vient souvent d'une insécurité. Moi, ça partait de là aussi, parce que j'étais très mince quand j'étais jeune. Voilà, au final, quand tu as un physique qui est bien, déjà quand tu as voilà, PDC 0, PDC -5, -10 en étant très sec, tu es très bien pour la majorité de personnes. Déjà, tu es plus musclé que quasiment toute la population. Et à l'esthétique, tout retenu, bah, c'est ce qu'elle est de plus pragmatique, de plus joli, de plus esthétique. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un des trucs que j'ai eu qui m'a. Je me suis dit, bah, non, pas mon délire. Maintenant, pour le reste, non, il y a uniquement ça qui me vient en tête. Voilà. Et toi? Il va me retourner toutes mes questions. Bah, ça m'intéresse. Moi, en fait, j'ai pas envie qu'on parle que de moi. J'ai Ouais. envie de te poser des questions aussi. C'est vrai. Je t'ai demandé ça parce que moi, ça me l'a fait avec la réussite financière et avoir l'emploi du temps que je voulais. Il y a une période où, quand je suis arrivé à Dubaï, j'avais vraiment trop de temps pour moi. Et il a fallu que je le remplisse rapidement. Parce qu'en fait, ça faisait des années que je galérais à aller chercher un bon CA, à bâtir l'accompagnement, à manager les gars. Vraiment, j'ai fait des années où j'en bavais, tu vois, à travailler tout le temps et tout. Et une fois qu'il y avait très peu de volume de travail, je me disais, mais je me fais chier, tu vois. Et comme tu l'as dit, les hommes, on a besoin d'adversité un petit peu chaque jour, un truc à surmonter. Et moi, c'est vraiment là où ça m'a mis une baffe. En fait, je me suis dit, je voulais beaucoup de liberté, un agenda vraiment dégagé, mais au final, je me fais chier comme un rat mort, tu vois. Donc en fait, j'aime bien avoir... Tu vois, au final, on en parlait il y a pas longtemps, parce que là, je me suis pris la tête avec mes équipes et tout, parce qu'il y avait 2-3 trucs en interne qui allaient pas. Bah, au final, ça m'a contrarié sur le moment, mais c'est aussi ça, en fait, qui fait qu'il se passe un truc et que t'avances, et il faut qu'il y ait de la friction, il y a un peu, tu vois. Alors que si tout allait bien, je me ferais chier, en fait. Ah. Mais bon, quand tout va mal, tu rêves que tout aille bien, mais quand tout va bien, tu te fais chier. Donc moi, ce serait ça. Après, le physique, je t'avoue, comme moi, j'ai toujours eu un regard... Toi, t'es très détaché de Oula, ton physique, j'ai ouais, l'impression. c'est pas... T'as vraiment une relation saine avec ton physique. Ça, Bah, c'est un truc qui me frappe beaucoup, ça. bah, tant mieux, tu vois. En fait, c'est pour ça, je trouve ça cool, parce que j'ai toujours l'impression que les influenceurs... Tu vois, je faisais un react, je crois que j'ai sorti hier ou avant-hier, à Chess Nico, qui disait « Ouais, je suis malade, mon physique, ça y est, je me sens nul, je vais sur Instagram, les mecs sont meilleurs que moi. » Et Ah, il a dit qu'il va sur Instagram. Et... il dit ça, ouais, et je me suis dit « Frérot, t'es Chess Nico, genre t'es le... Nicolas, sérieusement. number one target sur le dos du fake nature en France, tu vois. » Il y a l'épée Arnold Tapper, c'est bon, ça y est. Et je me suis dit, mais c'est cool. Mais ces mecs-là, ils ont l'insécurité de bâtard. Mais ça va, il s'entraîne pas pendant 4 mois, il a quand même un physique de fou, lui. Non, ça va Ouais, pas. non, mais tu vois. Ouf. Non, moi, j'ai toujours été assez détaché parce que j'ai toujours vu ça en mode, bah, c'est l'outil, tu vois. Puis, tu sais, un peu, je regardais Arnold et je me disais, bah, lui, il s'en bat les couilles, tu sais, quand il n'y a plus de compète, ils arrêtent les stéros machin, ils redégonflent. Ça m'a jamais, ouais. Mhm. Mais je vais quand même refaire une petite sèche parce que, tu vois, moi, le truc, c'est pas tellement le physique parce que je monte jamais, mais c'est le visage. Je sais que c'est plus cool quand t'as le visage un peu plus tracé, tout ça, tu vois. Ouais, Puis totalement. même pour le MMA, je serais plus léger, ça me plaît, ça. Tu veux faire des compètes? Je sais pas, c'est délicat parce que comme moi, je suis lourd pour mon poids. Bah ouais. T'as trop de masse musculaire qui te reste du body, toi. Ouais. Donc ça me donne des atouts, mais d'un autre côté, en compétition, j'en parlais avec... quand j'en faisais à Nice, j'en avais parlé avec un des profs, et il m'a dit, mais en fait, le truc, c'est pour ta taille, 1m75, faudrait que tu descendes en dessous des 80 kilos, un truc comme ça, parce qu'en fait, sinon, tu vas tomber contre des mecs qui te mettent une tête. Bon courage. Donc c'est chaud. Ah bah là, il faut que t'arrêtes de manger des protéines, quoi. Mais même, gros, perdre du muscle, c'est pas si simple. Hein. Genre, quand il est là depuis longtemps, ça part pas. Hein. Si t'arrêtes de manger... Ah bah tu vois, d'ailleurs, gros, ça me fait penser à je regarde la dernière vidéo de Florian Poisson, là, qui arrête le body, je sais pas si t'as vu. Ouais, ça fait 5 fois qu'il rate le body. Ouais. Vas-y, j'ai vu, j'ai fait un react, c'est déjà sorti sur ma chaîne. Bah je crois que cette fois-ci, c'est Oui. la bonne. Là, mais là, il a plus de maturité, il va avoir des enfants, il a la trentaine, c'est pas pareil. Ouais. Donc voilà, il disait...
il avait du mal à perdre du muscle alors qu'il a arrêté toute la chimie, il fait 110 kilos sec, il arrive pas à perdre du muscle, il mange Je te pas de jure, protéines, etc. C'est une dinguerie. C'est réel. Parce que j'ai pas Mais- fait de muscu en janvier et en février, j'ai pas perdu de muscle. Mais toi, après, voilà, t'étais bodybuilder, si t'as été le IFBB Pro le plus jeune de tous les temps, pas de tous les temps, presque. Bah si. À l'époque, ouais, c'était ça le record. Voilà. C'est que aussi, tu as une facilité à construire et maintenir du muscle aussi. Donc, forcément, voilà. Il y a ça aussi. Même si là, aujourd'hui, tu t'entraînes pas comme avant et tu n'as pas la chimie derrière, le muscle est là. Il est là et la capacité génétique à le retenir, elle est là aussi. Donc, Ouais, mais comme je te dis, quand ça fait longtemps que c'est là, c'est compliqué que ça parte. Faut vraiment, je sais pas, se sous-nourrir pendant des mois parce qu'il y a du taf ou du stress ou que sais-je. ou que tu arrêtes de t'entraîner. Ouais. Ouais. Donc ouais, bon. Tu faisais pas les jambes pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Qui te dit que je fais les jambes maintenant? T'as arrêté ça? Non, je l'ai fait parce que sinon, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois en boxe de faire des déplacements latéraux et de me dire putain, mon pied, il a pas suivi mon genou. Et je me suis dit, là, j'ai fait m'enculer les croisés, tu vois. Et c'est con, mais quand tu fais les jambes, ta rotule, elle est plus stable. Parce que tu sais, tes ischios, ils sont plus renforcés, ton quadriceps aussi. Enfin, tu sais, quand tu travailles pas un muscle, c'est pas pareil. Hein. Donc, d'un point de vue posture et tout, même, ouais, ça aide. En fait, les jambes, c'est pas que pour le visuel, vraiment, ça te tient, quoi. Donc, ouais, non. Tu t'entraînes combien de fois par semaine là? Là, je fais 2 fois MMA, 1 fois judo, et un espèce de full body en début de semaine. Juste un training par semaine de muscu. Ouais, mais je fais ça depuis 2 semaines, tu vois ça. Parce que je me suis inscrit dans ma C'est pas nouvelle bien, salle. changer souvent de programme, Amaury. Non, mais tu rigoles, mais je vais prendre un des coachs de mon accompagnement, parce que tu lui pètes sa mère, tu vois, et je vais en prendre un de ceux-là pour qu'il me gère sur la nutrition, tout ça. Parce que tu vois, comme on le disait, je sais le faire, mais j'ai pas envie de réfléchir, tu vois. Et puis même quand tu fais tout seul, même si tu connais, tu prends des décisions tellement C'est ça, tu émotionnelles prends des que... décisions éclatées. Parce que j'ai déjà fait une sèche en début d'année, mais au final, je me suis dit, je vais pas me faire chier, je vais faire une crash diet. Parce que déjà, de 1, Classique. ouais, mais de 1, je vais tester, parce que je voulais vraiment voir ce que ça fait. Et deuxièmement, je me suis dit, si je me fais des étapes et des bilans chaque semaine, je vais prendre des décisions de merde. Je me suis dit, autant me foutre direct à 2200, 2000 calories, tu vois. Et j'ai viré, je sais pas, 6 kilos, 7 kilos rapidement. Mais après, en effet, sur la bouffe, c'est compliqué. Hein. Ouais. Le déficit agressif, ça peut être un outil, mais correspond à tellement peu de profils que je dis non. C'est ça. Ça peut être utilisé, mais pas pour tout le monde. Ouais. Il y a très peu de profils où ça correspond. Tu vois, il y a la mode en ce moment du cut agressif. Ah ouais. C'est ce que je vois souvent sur les réseaux. Ils conseillent cut agressif à sécher rapidement. Attention. Voilà. Moi, je l'ai fait. Ça peut avoir des conséquences qui sont graves, donc attention. Toute force s'applique sa force opposée. Donc plus tu vas te priver violemment, plus tu vas péter un câble derrière. Attention. Donc faut faire gaffe. Plus tu veux aller, c'est contradictoire, plus tu vas aller vite, plus au final tu vas moins vite parce que tu pètes les câbles sur la bouffe, etc. Au final, tu n'avances pas. Donc c'est ça la vie. Tranquille. En plus, si tu vas doucement, tu peux construire du muscle. Donc tranquille les gars. Voilà, cut agressif, moi, Ostro, voilà. Pas pour tout le monde. Bon, Sacha, je te remercie d'avoir pris le temps. C'était super intéressant. Je sais pas combien de temps on a fait. On a fait quasi 1h30, je pense. Ah, vraiment? Ouais, on arrive à 10h30, les midi. Ça, c'est passé vite. Ah ouais? J'ai l'impression que ça fait 30 minutes qu'on Ah ouais? Putain. Pourtant, il y a le Sri Lankais qui est rentré en mode... Attention. Faites gaffe, je vais rien faire. Non, ils sont grave cool ici. Dédicace à Podspace. Les Sri Lankais d'ici savent mieux gérer le podcast qu'en France. Ouais. Bref, je te remercie Sacha. Merci Amaury pour l'invitation. Avec grand plaisir. Il fallait qu'on le refasse. Et puis je pense qu'on en fera sûrement d'autres. Parce que je sais où t'habites. Donc je vais t'attendre en bas de chez toi. Location. Location. Et je vous mets du coup tous les liens de Sacha directement. Donc TikTok et Instagram en bio. Tu t'es lancé sur YouTube aussi. De toute façon, on mettra cette vidéo en collaboration avec ta chaîne. Ouais, j'ai des vidéos sur YouTube. Ouais. Pas beaucoup. Ouais. Désolé avec Steven. Anthony. Je suis en train d'en faire. Désolé Steven. Il va en train de me rabâcher sur ça. C'est vraiment le truc que je fais pas. Faut mettre le pied à l'étrier une fois que t'as réussi. Ah ouais. Non mais je suis en train de faire ça. Je suis en train de préparer la vidéo. Mais je vais pas en parler parce qu'en parler c'est pas bien. Il faut juste le faire. Voilà. Faut pas en parler. Voilà. Bref.
Allez suivre Sacha et abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à aller consulter les autres épisodes. C'est parti. Подписывайтесь на Сазар Толк.